respecte toujours les gens qui veulent aller, qui vont à Dubaï ou qui vont faire des trucs. Mais pour moi, c'est devenu des choses un peu trop communes, tu vois. Pour moi, c'est pas assez original. Je suis quelqu'un, je pense que une partie de ma personnalité, je suis un original, comme pas mal de gens. Et moi, mon originalité, c'est que je veux pas aller là où tout le monde va. Je veux aller là où personne ne va, ou en tout cas de ma communauté. Je veux être celui qui représente justement et qui va porter cette communauté anti-guyanaise dans des endroits où on nous attend pas. Et c'est ça le côté Rasta Rocket, tu vois. Mais déjà, merci. Merci d'avoir accepté de venir parmi nous. Merci à toi pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Moi, quand je t'ai vu dans le restaurant, j'ai dit c'est sûr, je le veux, lui, je le veux. Je veux qu'il soit parmi nous, je veux qu'il partage son parcours. Et franchement, ça me fait super plaisir. Et comme je dis que le hasard n'existe pas, si je t'ai rencontré là, c'est pas par hasard. Ouais. Donc, je pense que tu penses pareil. Oui, nous t'es fait pour bourrer, hein, tu sais, c'est ça. nous t'es fait pour bourrer. Et puis en plus, je t'ai rencontré avec un ancien camarade de lycée à moi qui lui-même est devenu un bel entrepreneur. Je suis content de son parcours. Ouais. Emric. Donc oui, il n'y a pas de hasard, effectivement. Ouais, Il n'y a pas de hasard et les bonnes énergies se rencontrent assez souvent. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Maintenant, moi je suis intrigué par plein de choses. J'ai envie de tout savoir. Pourquoi, d'où c'est parti, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je me suis réveillé un jour, j'ouvre mon Insta et je vois un drapeau sur le toit d'une montagne et tout. Et drapeau de la Guadeloupe, je me dis mais c'est qui, pourquoi, etc. Et après quand je regarde bien, je me dis mais je connais ce gars-là. Et après on s'est check sur les réseaux. Exact. Mais d'où c'est parti en fait? Alors c'est une longue histoire que je vais essayer de t'abréger mais faire étape par étape. Ouais. C'est d'abord parti du fait que j'habitais à Montpellier à l'époque et j'ai passé un concours administratif de catégorie B et quand j'ai eu ce concours-là, j'ai été muté en Lozère, dans un tout petit village de 400 habitants qui s'appelle le Blémard, qui est un village qui est situé à 1000 mètres d'altitude. Il faut savoir que la Lozère, c'est le département le moins peuplé de France. Tout le département, c'est 76 000 habitants. En comparaison, les Abîmes, c'est quasiment 60 000 habitants. Ah ouais. Donc c'était vraiment un petit village isolé de 400 habitants où il n'y avait rien autour à 30 km à la ronde. Et donc pour lutter un peu contre l'isolement, et alors j'ai accepté la mutation sinon je perdais le concours. Et j'étais logé sur place. Pour te situer un peu le truc, j'étais adjoint gestionnaire d'un collège. L'adjoint gestionnaire, c'est l'intendant. Dans les petits collèges, c'est aussi un peu le principal adjoint. Ouais. Voilà, donc je gérais tout ça. Il y avait 2 logements de fonction, celui de la principale et le mien. C'est ce qu'on appelle des logements par nécessité absolue de service. Bref, le village était situé à 1000 mètres d'altitude. J'avais pas forcément d'affinité avec les gens du village. Du coup, pour lutter contre l'isolement et ne pas sombrer trop dans la dépression, je me suis mis à marcher. Et en fait, à 15 minutes du village, donc le village est à 1000 mètres et à 1500 mètres, il y a une station de ski de fond avec des paysages magnifiques de montagne. Et j'ai commencé à marcher dans ces paysages et c'est là que j'ai commencé à découvrir les effets des paysages de montagne sur moi. Ok. C'est-à-dire que le fait de contempler de grandes étendues ou de grands pics montagneux, de grands pics rocheux, ça m'apaisait. Et c'est surtout que ça te remet un peu à ta place, tu vois. Ouais. Devant ces immensités rocheuses et tout ça, ça te remet à ta place. Donc ça, c'est la première étape. Pendant 2 ans, donc j'ai été en Lozère. C'était pendant la période Covid aussi. Ouais. Donc pendant ces 2 années, j'ai pas mal marché. J'ai marché dans la neige. Il faut savoir que la Lozère, alors l'attrait pour la montagne et la neige aussi, c'est là que je voulais en venir, c'est que la Lozère, il faut savoir que c'est un des départements qui à l'époque comptait les hivers les plus rudes de France. Ok. Et la première année, j'ai pas du tout eu de neige. Ouais. Donc, j'étais un peu déçu parce qu'on m'avait vendu la neige, de la neige et tout. Et la deuxième année, l'hiver est tombé sur nous. Et là, quand j'allais marcher dans la montagne, en fait, si je te montre les images, tu verras les images, t'as pas l'impression d'être en Lozère. T'as l'impression d'être en Laponie, en Finlande. Ouais. C'est vraiment tout blanc. Et je me suis mis à faire des randonnées en raquette dans la forêt.
Et là, j'ai commencé à kiffer les paysages immaculés, enneigés et tout. Et du coup, c'est parti un peu comme ça, l'attrait pour la montagne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que j'ai un pote de Guadeloupe, qui est de Saint-Claude d'ailleurs, et qui n'arrêtait pas, qui est parti en Amérique du Sud il y a 4-5 ans et qui n'arrêtait pas de me montrer ses photos en me disant mais regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, et je regarde ce que j'ai fait. Et j'en avais marre entre guillemets qu'il me nargue avec ses aventures. Et un jour j'ai pris un billet d'avion sur un coup de tête pour le Pérou. J'ai posé 3 semaines de congé. Et je suis parti une première fois au Pérou où j'ai découvert ce qu'on appelle le backpacking, les backpackers. Donc c'est ceux qui voyagent en sac à dos. C'est pas trop dans notre culture, c'est encore en Guadeloupe, c'est pas trop ancré dans notre culture. Mais du coup, c'est des voyages en sac à dos. Soit tu vas dormir chez l'habitant, soit tu vas dans des auberges de jeunesse, soit tu essayes de trouver des logements qui sont entre guillemets low cost pour pouvoir après mettre le reste de ton argent dans des activités de ton choix. Ouais. Donc j'ai fait 3 semaines au Pérou comme ça, j'ai fait tout le sud du Pérou, je suis allé voir le Machu Picchu, je fais un trek de 2 jours dans le canyon de Colca qui est le deuxième canyon le plus profond au monde. Et quand j'ai compris que l'Amérique du Sud et que surtout un autre pays, parce que moi jusqu'à présent les limites géographiques que je connaissais c'était la Guadeloupe, la France et vite fait quelques pays autour de la France. J'avais fait la Belgique, un peu l'Italie, l'Espagne, mais voilà. Et quand je suis arrivé en Amérique du Sud et que je me suis retrouvé face à cette culture sud-américaine et au paysage aussi qu'il y avait au Pérou, je me suis dit mais il faut que je vois, enfin ça m'a fait un truc au cœur en fait. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux des paysages, je suis tombé amoureux de l'Amérique du Sud et surtout je suis tombé amoureux des montagnes là-bas. Et du coup en revenant de ces 3 semaines au Pérou, j'étais frustré parce qu'au moment où je commençais à prendre de l'élan, bim. Et en revenant de ces 3 semaines, dans ma tête, j'ai pris une décision. Je me suis dit que je vais poser 2 années sabbatiques. J'avais pu faire quelques économies et tout. Et du coup, ça c'était que je te dise pas de bêtises, c'était en février 2022, le voyage au Pérou. Okay. Le premier voyage au Pérou. C'est tout récent. Hein. Ouais, c'est tout récent. C'est tout récent. Et du coup, en revenant du Pérou en mars 2022, j'ai décidé de poser 2 années sabbatiques parce qu'il faut savoir que la partie que j'ai un peu occultée dans ces 2 années en Lozère, plus mon retour à Montpellier, c'est que ma mutation en Lozère m'a coûté mon couple. Voilà, ça n'a pas tenu. Okay. Donc j'ai fait une dépression par rapport à ça. Ensuite, quand j'ai pu me refaire muter à Montpellier, mon fils lui est parti vivre en Égypte avec sa mère puisqu'elle a une opportunité professionnelle. Okay. Donc ça a été un nouveau choc à encaisser. Et on m'avait prescrit des cachetons et je voulais pas prendre des cachets et c'est comme ça aussi que je me suis mis à marcher. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des cachets, je me suis mis à marcher pour que ce soit... C'était une marche thérapeutique pour évacuer. Donc ça c'est les premières étapes et après arrive l'étape de la première montagne. Et là c'est lors de mon deuxième voyage, donc je reviens du Pérou une première fois, je pose mes 2 ans sabbatiques. Bon, je fais ça quand même correctement, hein. J'explique à mon travail que je vais finir mon cycle, donc l'année. Je vais pas les lâcher comme ça en plein milieu. Donc je finis mon cycle et en septembre 2022, je reprends pas, je pose une année sabbatique. Et pour partir en montagne. Exactement. Mais moi, moi j'ai un gros problème avec le froid. Donc moi j'ai vécu quand même, je suis né là-bas, je suis venu en Argentine et je suis reparti. Et j'ai vécu là les 12 dernières années avant ma venue en 2020 en France. Donc, moi je suis resté sur Paris, j'ai pas été dans le sud ni dans le nord. Mais le froid, c'est quelque chose que j'arrive pas à gérer, tu vois. Et je préfère le chaud, même si bon, maintenant il fait très très chaud. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu gères ça. Je pense que déjà je le gère parce que je suis émerveillé par ce que je vois. Okay. Donc il y a une partie de mon esprit qui n'est pas concentrée sur le froid. Tu ne le ressens pas quand même. Je le ressens moins, si je ne vais pas dire que je ne le ressens pas, parce que j'ai été exposé à des températures extrêmes quand même. J'ai à 6000 mètres. Il fait du moins combien là? Moins 20, moins 30, ça dépend, tu vois. Mais pour te dire, là par exemple, les premières lagunes que j'ai vues au Pérou qui étaient situées à 4002 et 4006, c'était la Laguna Paron et la Laguna 69. Et en fait, effectivement, tu ressens un peu le froid, tu ressens aussi le manque d'oxygène et tout, mais
mais moi, je parle pour moi, je ne sais pas comment. Moi, j'ai été tellement émerveillé par ce que je voyais que je pense que mon cerveau, il a switché en mode. Il s'est adapté tout seul en fait. Il a permis à mon organisme de s'adapter tout seul parce que j'étais tellement émerveillé par ce que je voyais que je voulais même pas me concentrer sur le froid ou sur ma respiration. Je voulais juste me concentrer sur la contemplation. Mais le froid, après, ça se gère par rapport aussi à l'adrénaline. Tu sais, quand tu as des montées d'adrénaline, quand je fais des ascensions en mode alpiniste, c'est des choses extrêmes. Donc, tu es dans l'adrénaline, tu as une part de peur aussi, parce qu'il faut savoir que ma dernière ascension du Huayna Potosí, l'ascension finale, elle a débuté à 1h du matin. Donc, tu es en pleine montagne à 1h du matin, juste à la frontale. Tu vois des crevasses à droite à gauche. Donc, le froid, c'est pas ta principale inquiétude. Ok, je comprends. Après, moi, on va dire mon expérience montagnarde, c'est plus. Moi, je suis un grand fan de films et cinéma. Et j'avais vu un film où il y avait des gars, justement, ils étaient tombés en Colombie. J'oublie comment ça s'appelle. C'est un film où l'avion, c'était une équipe de rugby, je crois. Ils sont tombés en Colombie, dans les Andes, un truc comme ça. Et ils se sont mangés entre eux. Ouais, ils se sont mangés entre eux. Et ils ont refait un remake de ça sur Netflix en plus. Ouais. Et j'ai vu ça. Déjà, il y a ça. Et il y a, comment il s'appelle, l'espèce de survivaliste là. À un moment, il était grave à la mode. Il va partout dans Mike le monde. Horn. Mike Horn. Oui. Lui aussi. Mais c'est une de mes sources d'inspiration. Hein. Tu sais, c'est. Moi, effectivement, à la base, je suis quelqu'un, je regardais beaucoup de reportages comme ça. Ouais. Mike Horn, National Geographic. Ouais. J'ai regardé des documentaires, un film qui s'appelle The Alpinist, un autre qui s'appelle 14x8000. 14x8000, ça a été le documentaire qui m'a déclenché aussi sur la montagne. 14x8000, c'est l'histoire d'un Népalais. Il faut savoir que le Népal, c'est la Mecque de l'alpinisme. C'est là qu'il y a l'Everest, c'est là qu'il y a beaucoup des plus hautes montagnes du monde. Et beaucoup d'étrangers viennent au Népal pour monter l'Everest, mais sans vraiment avoir de respect pour les vrais alpinistes, c'est-à-dire les Sherpas, les Népalais qui font des allers-retours entre les camps pour alimenter les trucs. Et il y a un mec qui a décidé de redorer le blason du Népal. Et il a dit, moi je vais monter une équipe 100% népalaise, que d'alpinistes népalais, et je vais aller conquérir les 14 sommets les plus hauts du monde. Il faut savoir que dans le monde, il n'y a que 14 montagnes qui font plus de 8000 mètres. Voilà. Et lui, il est parti pour conquérir les 14 sommets à plus de 8000. Et c'est un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle 14x8000. Et quand j'ai vu ce documentaire-là, et il a appelé son projet possible parce qu'il croit au pouvoir du possible. Et quand j'ai vu ce documentaire-là, je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Et ça a été un élément déclencheur, mais c'est vrai que jusqu'à avant que je fasse ma première ascension, pour moi, c'était des choses qui me paraissaient tellement inaccessibles. Tu sais, quand tu viens d'une petite île comme la Guadeloupe, ou même quand tu viens d'une petite cité de région parisienne, tu vois des choses à la télé, mais tu te dis, jamais j'arriverai à faire ça, ou jamais j'arriverai à aller dans ces endroits-là, tu vois. C'est réservé une poignée de privilégiés, entre guillemets. Et au final, lors de mon deuxième voyage au Pérou, quand je me suis retrouvé au sommet de ma première montagne à 5150, harnaché avec une corde, avec du blizzard et tout, et ben je me suis dit, mais en fait, je suis en train de vivre ce que je regardais à la télé, quoi. Et ouais, là, du coup, ça a débloqué un truc dans mon cerveau. Et je me suis dit, ben, ça y est, mec, tout est possible. Tu as accompli une partie, tu as initié ton rêve. Maintenant, vas-y, lance-toi à fond. Mais moi, je trouve ça extraordinaire que, en gros, ça veut dire que, en regardant les films les films et les documentaires, tu avais déjà une préparation mentale. Ensuite, ce que tu as eu avec ton ancien couple, etc., tu as commencé à te préparer physiquement. C'est ça. À ça, tu vois. Mais tout ça, ça s'est fait de manière inconsciente. Oui. C'est-à-dire que si on regarde bien, c'est comme si tu t'es laissé guider par ton instinct. C'est exactement ça, parce que si on m'avait... C'est très bien, d'ailleurs, c'est très bien résumé. Parce que si on m'avait dit ça il y a encore 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, j'aurais rigolé. Parce que moi, à la base, je suis pas un sportif de haut niveau, tu vois. Je suis plutôt un sportif du dimanche. Mais t'as un bon niveau quand même. Maintenant, je peux me considérer comme sportif. Parce que ce que je fais, il faut une préparation. Mais à la base, j'étais pas un sportif. Je faisais mon petit souhait, mon petit truc. Mais inconsciemment, c'est vrai qu'à force de regarder ces reportages-là, mon mental s'est alimenté. Et
Et après, effectivement, en commençant à marcher pour lutter contre, entre guillemets, cette dépression, ben, j'ai commencé à me préparer physiquement et surtout, en fait, j'ai téléchargé une application où il te donnait les durées des randonnées, le niveau de difficulté, le dénivelé. Ouais. Et du coup, dans ma tête, je me faisais je m'auto-challengeais. C'est-à-dire que s'il y avait marqué randonnée à faire en 5h30, moi, je me disais, ben, il faut qu'en 4h45, je l'ai torché la randonnée. Ouais, en moins de temps. Voilà, et ça a commencé comme ça. Mais j'étais pas du tout parti pour me retrouver au sommet d'une montagne à 5150 mètres. Hein. Et d'ailleurs, lors de mon deuxième voyage au Pérou, c'était pas du tout prévu non plus. Hein. C'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi. Mon deuxième voyage au Pérou, donc quand je pars en septembre 2022, je pars pour plusieurs mois en Amérique du Sud, mais dans ma tête, je ne suis pas parti pour escalader des montagnes. Je suis parti pour voyager en sac à dos, découvrir des endroits. Et j'arrive à Huaraz, qui est une ville qui est au nord de Lima, dans la Cordillère Blanche, qui est un hub. C'est une ville qui est située à plus de 3000 d'altitude. Donc c'est un hub après pour tout ce qui est trekking de haute montagne et alpinisme. Et donc moi j'arrive en mode touriste, hein, sac à dos, et je fais une première découverte à 4002, la Laguna Paron. Je suis émerveillé. Et là je fais une deuxième randonnée à 4006, et là ça a été ma première vraie difficulté en altitude, c'est-à-dire que j'ai fait la randonnée de la Laguna 69, où on commence à 3009 d'altitude pour monter jusqu'à 4006, ça dure 6 heures aller-retour, entre 6 et 8 heures, ça dépend de ton niveau. Moi j'ai dû la faire en 6,5, un truc comme ça. Ouais, c'était pas mal. Et en fait, justement, en revenant de la randonnée, le mec chez qui j'étais logé me dit, mais t'as l'air plutôt à l'aise avec l'altitude et tout, est-ce que ça te dirait de tenter de monter à plus de 5000 ? Ouais. J'ai dit oui. Il me dit, ben, il y a deux solutions. C'est ou je te propose un trek de 5 jours, mais c'est juste de la marche et on monte et tu as un point culminant à 5002, ou par contre je te propose d'escalader une montagne sur une journée entière. Mais par contre là, c'est de l'escalade, quoi. C'est de l'alpinisme, t'es harnaché et tout. Et quand il m'a dit alpinisme, je me suis dit banco. J'ai pensé au reportage tout de suite, je me suis dit ah ouais, du coup. Et en fait, c'est parti comme ça. Mais j'étais pas forcément entraîné pour l'alpinisme. Ouais. Et ma première montagne, je suis arrivé à 4 pattes littéralement. J'imagine. Mais quand j'ai réalisé ce que je veux, quand j'étais au sommet, en fait, je me suis mis à pleurer parce que quand j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé ce que je venais de faire, c'est incroyable. Je me suis dit putain, mais c'est un truc de fou ce que tu viens de faire. Et là, du coup, ça a débloqué un truc dans ma tête. En fait, je me suis dit ça y est, je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres. Je veux connaître à nouveau ce sentiment de se sentir plein, accompli, riche. C'est les 20 minutes, tu restes 15-20 minutes. C'est ça en fait qui est dingue aussi dans ce sport, c'est que tu fais des heures, voire des jours d'effort pour rester les 15-20 minutes à tout péter au sommet d'une montagne, quoi. Mais c'est les 15-20 minutes où moi je me suis senti le plus puissant. Je sentais que rien ne pouvait m'atteindre, quoi. Mais pourquoi 15-20 minutes ? Tu peux pas rester plus longtemps là ? Ben parce que par rapport aux conditions climatiques qui peuvent être très changeantes, c'est-à-dire que en 1 minute tu peux passer du soleil au blizzard, de il n'y a pas de vent à la grosse tempête de neige, et aussi par rapport au manque d'oxygène. C'est-à-dire que plus tu montes, moins tu as d'oxygène. Et alors des gens qui sont à l'aise pourront rester plus longtemps, mais quand tu es un néophyte comme moi, c'est 15-20 minutes, pas plus. Ok. Néophyte, je dirais pas néophyte maintenant, parce que plus moi maintenant. je suis un néophyte. Plus maintenant, mais à l'époque j'étais un néophyte, en tout cas lors de ma première ascension, j'étais un néophyte. Mais quand je t'écoute, on va dire que tu donnes l'impression que c'est facile en fait, que n'importe qui peut le faire, etc. Et qu'on regarde bien, ben non, tu vois. Je pense qu'il y a de la préparation physique, il y a de la préparation mentale, il y a un mindset de fou à avoir, etc. Mais toi, tu en parles comme si, bon, je suis parti là, voilà, j'ai eu mon temps de préparation, j'ai eu mon inspiration avec les films, et je suis parti là et je suis monté. Après, on m'a donné une opportunité d'aller plus haut, j'ai dit oui, ok, et je suis allé plus haut, et émerveillement. Mais montre-nous un peu la difficulté. Alors, la difficulté, elle vient après, parce que, la difficulté, moi, comme je te dis, c'est facile, oui et non, parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour ma première ascension, on est parti à 4 dans la cordée. Donc le guide plus moi, plus 2 Péruviens, on arrive en haut, le guide et moi. C'est-à-dire que les 2 autres qui étaient avec nous, ils ont abandonné, et moi je suis arrivé littéralement à 4 pattes.
C'est sûr, je vous montre des belles images sur les réseaux, je suis au sommet de la montagne, je fais le beau, mais ça c'est parce que j'ai pris le temps de reprendre mon souffle. Ouais. Je te partagerai des images comme ça, les gens pourront voir, où je suis arrivé littéralement à quatre pattes, où j'arrivais pas à reprendre mon souffle, où j'avais la tête qui tournait. Mais ça c'est la difficulté quand tu es sur la montagne. Mais après la difficulté effectivement, par exemple là pour ma préparation pour le Kilimandjaro, pour le Huayna Potosí que j'ai fait avant, là, c'est une autre difficulté, c'est-à-dire que maintenant, je dois m'auto-discipliner. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que je me laisse distraire par ouais, il y a une soirée, ouais, tu comprends, à l'ancienne. Non, les gars, moi j'ai un programme, il faut que je m'y tienne. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille courir, faire mon cardio, j'ai dû changer mon alimentation. Je mange beaucoup moins de viande, plus de légumes. Il faut que j'habitue mon corps à faire plus d'efforts avec moins d'énergie. C'est-à-dire que quand tu fais des expéditions de 7 jours ou de 2 jours, tu vas pas manger pâté steak, des gros repas copieux, ça va être la petite soupe de quinoa avec quelques pommes de terre bouillies, un morceau de pain et quelques légumes, tu vois. Mais parce que déjà, il faut pas que tu sois trop lourd, parce que si tu es trop lourd à la digestion pour monter, c'est mort. Mais il faut que tu aies un minimum d'énergie, et donc c'est toute une discipline et une habituation du corps et du mental, tu vois. Maintenant, par exemple, il y a 2 ans, j'aurais été un foutu d'aller courir 10 km à jeun. Maintenant, je peux te courir 10 km à jeun. D'ailleurs, je mange pas, je vais courir mes 10 km et après, voilà. Mais parce qu'il faut habituer ton corps à ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça, les gens, ils le voient pas. Ils voient pas toutes les séances d'entraînement avec le gilet lesté. Maintenant, je me mets à courir avec un gilet lesté et tout. Ils ne voient pas tout ça. Donc, c'est vrai que le background et pas si rose que ce que je vous montre. C'est ce que je pense aussi, j'imagine aussi. Donc en gros là, tu as un niveau de vie un peu comme un sportif de haut niveau. Je vais pas dire un sportif de très haut niveau, mais oui, je commence à avoir, alors j'ai pas d'équipe de kiné, de trucs autour. Alors ça aussi, ça fait partie de mes difficultés justement, c'est-à-dire que moi, tout ce qui est soins et tout, je fais tout seul. Alors il y a madame qui m'aide un peu, voilà. Mais oui, je commence à avoir une discipline de sportif d'un certain niveau. Je ne me prétendrai pas sportif de haut niveau. Mais voilà, j'ai compris que si je voulais aller plus loin dans ce que je fais, et maintenant que c'est devenu une passion et que le virus m'a traversé, si je veux pouvoir continuer, il va falloir que je fasse des sacrifices, effectivement. D'ailleurs, tu ne montes pas à 6000 comme ça, tu ne fais pas 7 jours d'expédition pour pouvoir aller faire le Kilimandjaro comme ça. Voilà. J'imagine. C'est un truc de fou, mais je vois aussi le parallèle avec l'entrepreneuriat. Il faut avoir un mindset, il faut se préparer, il faut avoir justement cette discipline. Et quand tu parles de gravir la montagne pendant plusieurs jours pour 20 minutes de contemplation, tu vois, d'émerveillement, c'est un peu comme quand tu fais ton business, tu vois, tu mets beaucoup de choses en place. Et après, quand tu touches l'argent, etc., c'est un moment d'émerveillement, mais après, il faut retourner au boulot pour passer à l'autre étape. C'est ça. Donc, c'est pas comme si tu es là, ok, tout se passe bien, ça se passe bien, je gagne beaucoup d'argent, etc. L'entreprise, elle tourne bien, mais il y a d'autres étapes à faire après, il y a d'autres montagnes à gravir. C'est ça, c'est le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est que monter une entreprise, et je vais te prendre par exemple le secteur de l'événementiel comme exemple. Quand tu veux organiser un festival comme la Holiday Inn, West Indies, Green Festival, en fait tous les gros festivals, c'est une organisation de fou. C'est des trucs qui se préparent sur 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance pour au final un week-end de festivités, tu vois. Donc c'est des difficultés à surmonter, c'est des obstacles, c'est des changements de plan au dernier moment parce que telle personne n'est pas disponible ou parce qu'on n'a pas pu débloquer ça. C'est pareil quand tu es sur un itinéraire montagneux, c'est ah merde, là il y a eu un éboulement. Bon, il va falloir qu'on trouve un moyen de contourner l'éboulement, la difficulté. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Merde, là j'ai un blocage. Bon, ça ne veut pas dire que je fais demi-tour, mais je vais devoir prendre un chemin peut-être différent pour arriver à mon objectif, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a un parallèle à faire avec ça. Oui, il y a un gros parallèle à faire, mais c'est surtout au niveau du mindset. Ouais, c'est ça, c'est le mindset. Je vois que comment toi tu prépares ton mental moi, je me suis dit dans ma tête, en fait, je suis parti du principe qu'on a souvent tendance à te dire que, tu sais, des fois, tu es malade et on te dit c'est parce que tu somatises ton stress ou tu somatises ton truc et ton corps te le rend. Mais du coup, moi, je suis parti du principe que si tu peux somatiser le mauvais, tu peux somatiser le bon.
Ok. C'est-à-dire que tu peux te dire dans ta tête, t'auto-motiver en te disant non, je vais y arriver, je vais arriver au sommet, je suis capable, j'ai les capacités physiques de le faire. Bon, ok, là je tousse un peu, mais c'est pas grave, calme-toi, reprends ta respiration. Et en fait, dans ma tête, je somatise le positif. C'est-à-dire que je ne suis pas sportif de haut niveau, je ne suis pas alpiniste de base, mais j'ai tellement envie de le faire, j'ai tellement envie de réussir, que dans ma tête, je me mets en mode, il n'y a pas moyen que j'échoue. Je vais y arriver. Alors peut-être que je ferai plusieurs tentatives, mais je vais y arriver. Parce qu'on a souvent tendance à dire oui, tu somatises si. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ben, somatise le bon, tu vois. Dis-toi dans ta tête que c'est possible. Et c'est parti, mon mindset il part de là. C'est-à-dire que je me dis j'ai envie de le faire, je veux le faire et je vais le faire. Alors ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, je vais avoir des difficultés, mais un kiff quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, on va dire, ouais, tu as tellement somatisé qu'aujourd'hui, pour toi, tout est possible. Oui, à ce niveau-là, je pense que tout est possible. J'ai fait sauter certaines barrières dans ma tête. Je pense que c'est ça aussi, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou entre guillemets dans l'alpinisme d'aventure, ce que je fais, enfin les voyages d'aventure, je dirais plus que ces voyages d'aventure, il faut faire sauter certaines barrières dans sa tête en fait. On a trop tendance à se mettre des barrières en disant ouais mais non ça c'est inaccessible ou ça c'est pas possible, il faut que je revoie mes exigences à la baisse, machin. Et en fait non pas du tout, il faut rester sur cette exigence-là et voilà, tu vois, c'est moi comme je dis, il faut viser les étoiles, au moins tu toucheras la lune. Ouais. Tu vois, c'est ça, vise les étoiles, ben, au moins tu toucheras la lune, mais vise pas la lune, tu vois, vise plus loin que la lune, vise les étoiles carrément, tu vois. On te parle de décrocher la lune, moi je vais aller décrocher ce qu'il y a derrière la lune. Donc ouais, c'est facile oui et non, parce que moi par exemple, là pour le Kilimandjaro, j'ai médiatisé le truc, donc je suis en recherche de financement, donc j'ai des partenaires, donc c'est une forme d'engagement aussi. J'aurais très bien pu garder le truc à mon niveau et faire mon truc perso, tu vois. Mais je pense que ça me dépasse et que je suis content aussi de pouvoir faire partager ça aux Guadeloupéens. Mais ça me rajoute une certaine pression, mais c'est une bonne pression, tu vois. Ouais, pression positive. Voilà, c'est une pression positive. Donc c'est ça. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es parti avec le drapeau de la Guadeloupe. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as piqué au sommet? Une grande fierté, une énorme fierté parce que ben déjà il y a un côté très Rasta Rocket dans ce que je fais. Et un mec qui vient d'une île tropicale où il fait 30 degrés toute l'année, où le plus haut sommet est à 1467 mètres, de pouvoir planter le drapeau de cette île-là à 6088 mètres ou une montagne. Alors, j'ai pas fait suffisamment de recherches, mais je pense que je dois être le premier Guadeloupéen sur cette montagne. C'est fort possible. Voilà, c'était une grande fierté. C'était incommensurable. Franchement, je pense que c'est le plus beau sentiment, que ce soit personnellement, pour mon île ou pour ma famille, c'est une des plus belles. Je pense qu'après la naissance de mon fils, c'est ma plus grande fierté. C'était de pouvoir brandir. Parce qu'en fait, ce qui est très marrant quand tu vas dans ces pays-là, quand tu vas au Pérou, en Colombie, dans des grands pays de grands continents, et que tu leur dis que tu viens de la Guadeloupe, ils ne connaissent même pas. Et quand tu zoomes sur la carte, là, sur Maps, et que tu leur montres le petit point, ils te disent attends, mais tu viens de là? Et tu es arrivé là? Et je dis ben ouais. Donc c'était la fierté de me dire que je sors de Guadeloupe, je sors de Sainte-Anne, je sors d'une cité du Lamentin et je suis arrivé jusque-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-haut? On se sent fort, moi je me sens fort parce que je me dis que pour arriver là-haut, il faut avoir une sacrée force mentale. Donc ça me donne confiance en moi. Parce qu'à la base, je ne suis pas forcément quelqu'un, tu sais, comme beaucoup de personnes, on donne bien le change en façade, mais il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en eux. Moi, j'ai eu une période comme ça, je donne bien le change en façade, mais j'ai mes moments de faiblesse, pareil, comme tout le monde. Des fois où je doute de moi, je doute de ce que je peux faire. Voilà, on a tous ces doutes-là dans la tête. Et quand je suis au sommet d'une montagne, j'ai plus de doute en fait. J'ai plus de doute sur qui je suis, j'ai plus de doute sur ce que je suis capable de faire. J'ai plus de doute sur ma puissance, j'ai plus de doute sur rien du tout. Je me sens plein. Plein, riche. Pas riche financièrement, mais riche humainement. Et ouais, je sens une énergie qui traverse mon corps en fait. Ok, un peu comme Superman quand il monte là. Exactement, j'allais dire c'est un peu comme Sangoku quand il se transforme en super guerrier ou son guerrier ultime là, avec les cheveux bleus. C'est pareil. Là je suis au top de ma forme physique et psychologique à ce moment-là. Ok.
Et qu'est-ce qu'on voit là-haut? On voit des choses qu'on voit pas partout. Ben déjà, tu domines, tu as l'impression de dominer le monde. Tu vois des kilomètres, tu vois des mers de nuages. Ce que tu vois dans le hublot de l'avion, Ouais. les mers de nuages, ben, tu le vois au sommet. Moi, j'ai traversé des mers de nuages. C'est-à-dire que j'ai escaladé des montagnes où tu voyais pas le sommet, tu voyais juste une couche de nuages, Ouais. il fallait passer à travers. Donc tu vois des mers de nuages, tu vois des sommets enneigés et surtout tu vois le monde en fait. C'est très imagé ce que je dis, mais Ouais. le fait de dominer et de voir l'horizon à des kilomètres, bah, tu vois le monde. Tu vois presque même la forme de la Terre. Tu vois presque l'arrondi de la Terre. Ah ouais, Ah carrément. ouais, tu vois presque l'arrondi de la Terre, tu vois. C'est puissant. C'est puissant de fou. Ouais. Ça fait quoi de traverser un nuage? Moi, je me suis toujours, quand je monte dans l'avion, je vois l'avion qui traverse les nuages, je me dis, j'aimerais trop traverser un nuage pour voir ce que ça fait. Ben, au final, ça fait froid. Ça fait. Mais en fait, ici, on le vit, mais on s'en rend pas compte. Quand tu montes la soufrière et que tu es dans le brouillard, Ouais. tu es dans les nuages. Ah, ok. Mais c'est beaucoup moins dense. Mhm. Mais de traverser un nuage, ben, tu te retrouves dans entre guillemets, une purée de pois toute blanche. Un gros brouillard dense, tu vois pas. Si je mets ma main comme ça, je la vois pas. Ah ouais, ok. Voilà, mais c'est une expérience. Sur le coup, ça fait que tu te dis dans ta tête, je me suis dit dans ma tête, putain, je suis en train de traverser un nuage. Ok. J'ai dit, waouh, je suis en train de faire ce que les avions font. Ouais, c'est un truc Donc de- c'est prenant au niveau, comment dire ça, expérience de vie. Quoi. Tu te dis, ouais, là, je traverse un nuage quand même. Ça, c'est une expérience que très peu de personnes vont vivre dans leur vie, tu vois. C'est ça. C'est incroyable quand même C'est de ça. se dire que ça, c'est le genre d'expérience que énormément de personnes ne vivront jamais dans leur vie. Mais c'est de là que c'est ça en fait qui me motive aussi. C'est-à-dire que moi je dis toujours, je respecte toujours les gens qui veulent aller, qui vont à Dubaï ou qui vont faire des trucs. Mais pour moi c'est devenu des choses un peu trop communes, tu vois, Accessible. accessibles ou même pas assez. C'est pas que c'est accessible, c'est que pour moi c'est pas assez original. Je suis quelqu'un, je pense que une partie de ma personnalité, je suis un original comme pas mal de gens. Et moi mon originalité c'est que je veux pas aller là où tout le monde va. Je veux aller là où personne ne va, ou en tout cas de ma communauté antillo-guyanaise. Je veux être celui qui représente justement et qui va porter cette communauté antillo-guyanaise dans des endroits où on ne nous attend pas. Et c'est ça le côté rastarocain, tu vois. C'est incroyable. Et t'as toujours été comme ça ou c'est né comme ça de cette envie de gravir les montagnes Je pense que ça dormait en moi depuis des années. Ouais. Je pense que ça a été bridé parce que justement on m'a tenu des discours par le passé en me disant il faut pas que tu sois trop rêveur, attention, tu vis dans un film, c'est pas ça la réalité, il faut que tu ailles chercher un travail, il faut que tu fasses ci, machin. Et j'ai eu une période de ma vie aussi où j'étais comme pas mal d'adolescents et de pré-adulte en devenir où j'étais un peu perdu. J'ai eu la recherche de moi-même, j'ai eu quelques petits soucis d'ordre judiciaire, alors rien de grave et tout. Donc à un moment donné, j'ai culpabilisé aussi par rapport à mes parents, donc je me suis senti l'obligation de m'insérer dans la société. Tu vois. Donc je suis rentré dans un moule, mais un moule qui ne me correspondait pas forcément, tu vois, pour rassurer mes parents et pour me rassurer moi-même aussi, pour me dire Potimal, tu es capable d'être quelqu'un de carré, de machin, de te lever le matin, d'aller travailler, de gagner ta petite vie, de payer ton petit loyer et d'être un bon petit citoyen, entre guillemets, comme tout le monde. Mais c'est pas vraiment, c'est pas moi. Moi, je sais que depuis des années, depuis tout petit, je regarde des reportages comme ça avec les yeux qui brillent. Et je pense que ça dormait en moi depuis un moment et que ça a été réveillé par ce contexte professionnel et géographique et privé qui tout s'est télescopé. Et au final, pour pas sombrer, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais Timal, écoute, t'as qu'une vie. Tu vas pas rester à te morfondre sur ton sort. Mets-toi un coup de pied aux fesses et fais ce que tu as envie de faire. Et c'est parti de là. Et même au début, les gens m'ont dit mais tu es fou, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sois prudent, machin. Et ces mêmes gens-là maintenant m'appellent en me disant ah, c'est extraordinaire. C'est toujours comme ça, mais ce que tu dis, ça
on va dire, ça me touche beaucoup et je suis heureux que tu puisses le dire, tu vois, parce que on a tendance à toujours vouloir mettre les gens dans un moule, leur dire ouais, soit ci, soit ça, les brider, tu vois, alors que pour moi, on est tous venus sur cette terre pour accomplir quelque chose de grand. Et souvent, on part, mais on ne l'accomplit jamais parce qu'on ne nous a soit jamais donné la chance de le faire, ou soit on ne s'est pas dit, bah, aujourd'hui, je vais accomplir quelque chose de grand parce que j'en suis capable, parce que je le ressens au plus profond de moi-même. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, je ne sais pas si tu as le secret, si tu as le mécanisme, si tu comprends comment tu en es arrivé là, mais qu'est-ce qui se passe, on va dire, comment tu as fait pour te dire, ok, à partir de maintenant, je vais devenir ce que j'ai toujours voulu être dans ma vie. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai posé mon année sabbatique et que j'ai commencé à vendre mes meubles, ma voiture et tout, j'étais à Montpellier. Donc je t'explique, j'avais fait ces 2 ans en Lozère, puis j'avais réussi à me faire remuter sur Montpellier. Et comme je t'explique, au moment où je suis revenu sur Montpellier, mon fils et mon ex-compagne sont partis en Égypte. Donc ça a été compliqué et tout, et je décide de poser mon année sabbatique. Et au moment où je pose cette année sabbatique-là et que je commence à engager le processus de non-retour, c'est-à-dire vendre les meubles, vendre la voiture et tout, je commence à cogiter, à me dire, mais Timan, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es fou en fait. Tu as un travail stable, tu as une petite vie tranquille, pépère, là tu vas te mettre dans une merde, pas possible et tout. Et en fait, j'ai eu ce moment de crispation à me dire, est-ce que je fais pas marche arrière? Et c'est là le moment charnière, en fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans quelques projets de vie que ce soit, où tu prends des risques. C'est le moment charnière, c'est le moment où tu as envie d'avancer, mais en même temps, tu es rattrapé par la raison. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce tatouage-là. C'est une moitié de cerveau, une moitié de cœur qui représente les 2 organes les plus importants du corps humain. Le cœur, c'est la passion et le cerveau, c'est la raison. Et des fois, il faut savoir ne pas trop écouter la raison et laisser sa passion parler. Mais le secret, je ne dirais pas que j'ai un secret. Moi, c'est que j'ai lutté contre ma peur, en fait. J'ai lutté contre ma peur. Et je me rappelle que la veille de mon départ, il me restait qu'un matelas dans l'appartement. Je dormais sur un matelas. J'avais mon sac à dos et mon portable. Et j'ai flippé. Je me suis dit, mais mec, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais? T'es fou, tu pars là comme ça pendant des mois en Amérique du Sud, tu lâches ton travail, enfin... Et t'en as parlé à ton entourage, à des gens autour de toi de ça ou pas? Oui, j'en ai parlé. La plupart des gens m'ont dit oui, ok, mais bon, est-ce que c'est pour un temps? Est-ce que tu vas remettre... La plupart des gens ont compris, mais étaient mitigés, tu vois. Ouais. En me disant, bon, mais prévois quand même pour le futur, voilà. Et, la seule, et d'ailleurs dont j'avais besoin la validation, et sa validation m'a surpris sans réserve, c'est ma mère en fait. Parce que ma mère, je l'ai pas mal fait douter de moi par le passé, justement par certains déboires, par un parcours un peu sinueux, voilà. Et quand ma mère m'a dit, écoute, ben fais-le, et elle m'a juste dit fais-le, sans me dire fais-le, mais il n'y avait pas de mais derrière, ça m'a donné une force. Et quand tu as un proche déjà comme ça, ben c'est pas un proche, c'est ma mère, qui te soutient, bon, ça te donne une force. Mais même sans ça, je pense que je l'aurais fait parce que moi, je tire ma force aussi du fait que je me dis, j'ai vu trop de personnes arriver à 60 ans, 65 ans, dont mon père, avoir travaillé 40 ans de leur vie pour une retraite de merde, excusez-moi l'expression, t'as raison. et pour ne pas avoir profité de la vie, et ils arrivent, ils sont aigris. Alors certes, ils vont faire une petite croisière de temps en temps, mais bon, pas plus que ça. Et au final, ils arrivent, ils ont le corps usé, esquinté. Il y en a qui meurent au bout de 3 ans de retraite, c'est ce qui est arrivé à mon père, tu vois, et ils n'ont pas eu le temps de profiter de la vie. Et au final, je pense que la barrière qu'il faut faire sauter, c'est qu'il faut être égoïste. On n'a qu'une vie, et c'est ta vie, elle est à toi. C'est ta vie à toi. Tu es né, alors tu peux remercier papa et maman de t'avoir venu sur Terre, mais le reste, c'est à toi. On a trop tendance à écouter les gens en disant ouais, mais attention, tu devrais mener ta vie comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais acheter une maison, tu devrais prévoir pour tes enfants, et tu devrais. Et on passe son temps à prévoir en écoutant les conseils des autres, et au final on s'écoute jamais. Moi j'ai compris un truc, c'est que l'égoïsme c'est pas forcément un défaut. Ça peut être une qualité. Ça peut être une qualité. Ben, moi j'ai décidé d'être égoïste. Et je pense qu'à partir du moment où tu as compris comment utiliser à bon escient l'égoïsme, tu passes un step.
Ok. Mais je suis content de t'entendre dire ça parce que c'est des choses qui vibrent en moi et c'est des messages que j'ai envie de passer parce que si moi je passe ce message-là, bah oui, tu es une des personnes qui va passer ce message-là, mais si on est plusieurs à passer ces messages-là et justement à montrer justement jusqu'où on peut aller en passant ces étapes, ben pour moi on va commencer à gagner énormément de choses parce que là, on parle de Teddy Riner, Thierry Henry, toutes ces personnes qui font des choses extraordinaires de notre communauté, mais quand on parle de quelqu'un comme toi, j'ai l'impression que c'est un peu plus accessible pour les gens. Parce que les gens vont dire, ouais, Thierry Henry, mais c'est un grand joueur, etc. Il a eu ci, ça, ça, il y a eu son père derrière lui, il y a eu ci, ça. Mais là, quand on parle d'un gars de Sainte-Anne, ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, tu as eu un déclic, tu t'es dit, ok, je peux le faire. Et aujourd'hui, je pense que tu es sur le toit du monde et tu vas aller encore plus haut. Pour moi, aujourd'hui, vu que c'est tout frais, les gens ils vont se dire, ok, s'il l'a fait, c'est que moi je peux le faire peut-être dans un autre domaine, peut-être pas dans l'alpinisme ou autre, mais dans un autre domaine, s'il a fait quelque chose d'extraordinaire comme ça, mais moi je peux faire juste ça, tu vois. Et après, déjà débloquer quelques trucs pour aller encore plus loin. Parce que ça part, toi tu as eu un déblocage extrême, mais des fois on a besoin juste d'un petit déblocage pour pouvoir accomplir quelque chose de un peu plus, je vais pas dire plus petit, mais un peu moins compliqué à accomplir que ce que toi tu as accompli, tu vois. Ouais, donc, mais je suis d'accord avec toi, et moi ce que j'aime dans notre génération à nous, c'est que je vois quand même qu'il y a une dynamique qui se met en place d'éveil des consciences par rapport à ça, sur le fait qu'il faut arrêter aussi d'écouter les gens, et on nous a trop formatés en fait, on a été formatés, il y a une espèce de déformatage global qui est en train de se faire, alors qu'il faut encore étendre à d'autres personnes parce qu'on n'est pas encore assez à se déformater à ce niveau-là. Mais on a été tellement formaté en disant, écoute, il faut faire ton école, puis après il faut faire tes études, puis après il faut t'insérer dans la société, avoir ton petit travail, faire tes trucs. On a été tellement formaté, et le problème c'est que le formatage qu'on nous a fait, il n'a pas suivi l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous rabâche les mêmes choses à l'école, au lycée, au machin. Pourtant, les possibilités qui sont offertes aujourd'hui par la société devraient faire en sorte que l'éducation qu'on reçoit s'adapte. Tu vois, c'est ça le problème. Et c'est dans ce sens-là que nous, on est en train de se déformater parce qu'on a compris ça. On a compris qu'il y a d'autres moyens de réussir, il y a d'autres canaux de réussite, et pas que ceux que vous nous avez soi-disant vendus, et surtout, vous nous avez mal vendu la chose. Moi, par exemple, j'avais des bonnes notes et tout, on m'a dit il faut faire des études longues, il faut aller faire une licence, puis un master, puis ceci, si tu vas faire des études en apprentissage, c'est pas bon. Les études, ça sert, mais pas que. On nous a tellement rabâché que si tu fais pas d'études, tu vas pas réussir dans la vie. Les plus grands génies, enfin je sais plus qui, Steve Jobs, il a pas le bac, ou voilà, tu vois ce que je veux te dire. Mais ça, on nous le dit pas parce qu'on veut nous garder, parce que ce qui est pour eux, formater les gens, c'est aussi asseoir une certaine domination intellectuelle sur nous. Et nous, on est en train de se libérer de cette domination intellectuelle, tu vois, en montant des business entrepreneuriales. Moi, ce que tu fais avec Business OFI, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Merci. Je me suis dit, Timalpo, même ici, il a tout compris, tu vois, il valorise les gens qui font des trucs au pays, lui-même il se valorise, tu vois, c'est des vases communicants en fait. En valorisant les gens, tu te valorises. Voilà, et même les réseaux, tu vois, par exemple les réseaux sociaux. Alors bien sûr, il y a le mauvais côté, mais on te dit oui, non, il faut pas être trop sur les réseaux, il faut pas faire ci. Mais quand c'est utilisé à bon escient, c'est un super outil. C'est génial. Donc, voilà, mais tout est question de déformatage. Non, mais je comprends totalement. Mais il y a un truc aussi que j'ai compris dans tout ce qui est dev perso, mindset, etc. C'est que on devient ce qu'on est aujourd'hui par rapport à notre passé. Donc toi, tu as eu un passé, je ne vais pas dire lourd, mais tu as eu ton passé. Et aujourd'hui, je pense que tu as fait un peu cette rétrospective. Et on va dire, quel élément de ton passé t'a amené à ce que tu es aujourd'hui? Alors, je te parle en toute franchise, en toute sincérité. Je pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être jamais dit. Quand j'étais au collège de Sainte-Anne, j'ai été harcelé. Je me prenais des tapes dans la tête, j'étais tout petit, je suis pas bien grand, hein, on se comprend entre personnes de pas de grande taille. Je me prenais des tapes dans la tête, ou quand je suis arrivé dans ma cité, dans le quartier, j'étais le petit blanc du quartier, donc j'étais toujours un peu... je manquais un peu de confiance en moi, tu vois, sur certaines choses. Puis après, j'ai découvert, je me suis mis à chanter.
J'ai découvert les sound systems, donc j'ai commencé à prendre confiance en moi en tenant le micro et surtout à affirmer. Des fois, je me sentais pas légitime en tant que Guadeloupéen. Tu sais, quand t'es métis et t'es clair de peau, moi je me suis retrouvé, on m'a plusieurs fois dit entrer en PIA ou pas en PIA au Bitin. Et c'est des choses qui m'ont marqué dans mon enfance, dans mon adolescence. Voilà, et du coup, je me suis toujours senti obligé de m'intégrer dans un groupe, mais en faisant des trucs au final, c'est des liens qui poursuivent Moon, tu vois, pour me légitimer. J'avais besoin de ça pour me légitimer. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais Timal, en fait, tu as ta propre force, tu as tes propres trucs. Et par exemple, là, par exemple, la montagne, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est ton côté blanc qui parle. Je dis, ok, si j'en veux, c'est côté blanc, moi. Mais moi, sorti Guadeloupe, en fait, Guadeloupe, on levé Guadeloupe. Donc, on apprend par là, parce qu'on va comprendre ça, ça veut dire. Voilà. Mais de toujours est-il que mentalité en moi est 100% Guada, tu vois. Mais c'est parce que le problème, on s'est mis des barrières aussi, tu vois. On a trop tendance à dire, par exemple, moi à l'époque, je faisais du surf. Ah, le surf, c'est un sport de blanc. L'athlétisme, c'est un sport de noir. Le ski, c'est un sport de ça. Il faut faire sauter tout ça. Il faut faire sauter tout ça. On est tous capables de faire des choses. Moi, il y a deux mecs qui sont frères jumeaux en Guadeloupe, on le sait pas, mais ils sont champions internationaux de bodyboard. Et c'est des nègres. Nègres, vous comprenez? Et c'est vous champions internationaux de bodyboard, tu vois. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont marqué profondément. Et le fait d'avoir été harcelé, le fait d'avoir manqué de confiance en moi, le fait d'avoir été le petit blanc de la cité jusqu'à ce qu'un jour je tienne un micro et que là je lâche des lyrics et qu'on dit waouh, pour mais on l'a pas crasé, hein. Tu comprends? C'est des choses qui m'ont marqué, ça m'a forgé et je pense que j'ai ressorti tout ça en me disant ben, c'est ma revanche à moi, tu vois. Moi, quand je représenter Guadeloupe, quand je fais mon respecter moi et quand je fais mon respecter Guadeloupe par rapport à tout ça. Et là, il peut j'en douter encore quand c'est un Will Guadeloupéen et quand on travaille à l'international. Mais c'est un beau message que tu envoies parce que moi je pars du principe aussi on n'est pas Guadeloupéen de peau, de machin, on est Guadeloupéen de cœur et aujourd'hui il faut que les gens comprennent qu'un vrai Guadeloupéen c'est celui qui le représente, qui le montre et qui le vibre, pas juste par rapport à la couleur de peau, etc. Ça, c'est, on va dire, des problématiques qu'on a chez nous, parce qu'on cherche toujours un ennemi, même si, bon, on va dire, je ne suis pas dans le mode où on n'a pas d'ennemis, on en a des ennemis, bien sûr, etc. Mais l'ennemi, il n'est pas que d'une couleur ou d'une autre, l'ennemi, il est vraiment celui qui veut justement t'oppresser. Et moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, bon, un Guadeloupéen, métis ou autre, qui le vit vraiment, qui le montre vraiment et qui veut vraiment montrer qu'il est Guadeloupéen et qui lutte aussi pour la Guadeloupe, c'est ça un vrai Guadeloupéen. Autre que, voilà, ce qu'on peut dire, parce que je sais qu'on parle beaucoup de race, d'ethnie, etc. Mais il y a certains trucs qui doivent, entre guillemets, changer et on doit apprendre à justement se reconnaître et à s'entraider entre personnes qui se comprennent et qui vibrent justement. Et moi, je parle même du principe où moi, je ne suis même pas Guadeloupéen, tu vois. Moi, je me considère comme un Caraïbéen. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de divisions, tu vois. Les divisions religieuses, divisions en matière de couleur de peau, division ci, division ça. Et même les divisions en matière d'île, ça veut dire qu'un Guadeloupéen va peut-être pas se connecter à un Guyanais ou un Martiniquais parce qu'il est Martinique, etc. Et moi, j'ai vraiment envie de faire sauter aussi ces barrières-là. Faire en sorte de comprendre. On parle d'île sœur, mais aujourd'hui... si on est vraiment frères et sœurs, soyons-le vraiment, mais pas juste dans la bouche, tu vois. Bien sûr. Et quand, c'est pour ça que Brother Island, je kiffe. Brother Jimmy, tout ce qu'il a véhiculé aussi, je kiffe parce que lui, ce qu'il a toujours essayé de rallier, c'est au-delà de la Guadeloupe, au-delà de la Martinique, il a aussi voulu rallier tout le monde afro, tu vois. C'est ça. Donc il a commencé par Guadeloupe, Martinique, il a voyagé aussi dans toute la Caraïbe, aux États-Unis, et en Afrique, en France, enfin en Europe, etc., pour pouvoir rallier toute la communauté afro-caribéenne. Et franchement, un gros big up à lui pour ça. Et j'ai l'impression que toi aussi, tu suis un petit peu ses traces. Alors, j'ai pas la prétention de suivre ses traces, mais c'est vrai que moi, c'est ancré en moi. C'est pas quelque chose que je force. Je suis quelqu'un qui est, je suis pour la fraternité et la solidarité. Et je rebondis sur ce que je disais. J'ai subi
entre guillemets, le racisme quand j'étais petit, mais je comprends aussi d'où il vient. C'est-à-dire que en y réfléchissant, les gens qui m'ont traité, qui m'ont dit sale blanc rentre dans ton pays, c'est parce que eux-mêmes l'ont subi. Ça vient pas de nulle part. Le racisme nourrit le racisme. Mais pour moi, le Guadeloupéen n'est pas raciste. Le Guadeloupéen ou l'Antillais, le Guyanais n'est pas raciste. Le connard est raciste, celui qui n'a pas ouvert son esprit et qui a rien compris, tu vois, voilà. Mais moi, je suis effectivement dans cette optique-là de rassembler les bons et de foutre les mauvais à côté. Clairement. Et des mauvais, il y en a dans tout. Alors bien sûr, après, tu vois, comme je dis, moi je suis métisse. Ma mère est blanche, mon père est noir. Peut-être que les ancêtres de ma mère ont déporté les ancêtres de mon père. Oui, est-ce que je vais condamner ma mère pour ça? Non. Mais par contre, j'oublie pas ce qui s'est passé. Et je suis né en Guadeloupe et j'ai grandi en Guadeloupe, donc je me sens très concerné par ça. Mais le fait d'être métisse aussi, je vais pas aller dire à ma mère, ben rentre dans ton pays, tu vois. Ma mère, j'ai 35 ans, ça fait presque 40 ans qu'elle est installée en Guadeloupe. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver et c'est surtout ce que je pense, c'est qu'il faut pas faire d'amalgame. Et le problème, c'est que on a perdu cette capacité de discernement, enfin certains ont perdu cette capacité de discernement et de distinction et mettent soit tous les blancs dans le même panier, soit tous les noirs dans le même panier, faut pas faire d'amalgame, je suis désolé. Faut pas faire d'amalgame et voilà quoi. Mais après oui, moi je suis quelqu'un, je revendique le fait d'être afro-caribéen. Je revendique le fait d'être guadeloupéen et je revendique effectivement le fait de lutter pour le respect de mon île. Parce que j'ai tout à fait confiance que je suis fier d'être guadeloupéen. Je suis content d'avoir la nationalité française parce que ça me permet de voyager, d'avoir un passeport français. Par contre, je suis tout à fait conscient du manque de respect qu'a la France envers ces départements, entre guillemets, d'outre-mer. Et qu'il y a effectivement il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas, on n'est pas respecté. Et même moi, pourtant je suis clair de peau, mais quand je travaillais en France et tout, j'ai eu droit à des petites blagues, genre doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. La base. Tu vois, les petits clichés qui véhiculent. Alors bon, tu restes professionnel, tu avales tes trucs. Mais c'est pour ça aussi que j'ai pris mes 2 ans sabbatiques, c'est parce que je devais travailler avec des gens et faire semblant d'être d'accord avec certains discours avec lesquels j'étais pas d'accord. Tu vois. Et moi d'être sur les mêmes traces que Brother Jimmy, je sais pas, mais c'est quelqu'un c'est un soutien de la première heure. Ça a été le premier à réagir sur ma première ascension, donc je le remercie. C'est quelqu'un que j'écoute quand il parle. Et c'est quelqu'un qui a, moi j'ai connu Brother Jimmy, j'avais 7 ou 8 ans, c'était sur l'album de KSS, de Caractération de Système, donc c'est un mec qui n'est pas là depuis hier, tu vois. Il a depuis un moment, donc des gens comme ça, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, tu vois, mais c'est des gens que quand tu entends leurs paroles, ça a une importance. Oui, parce que forcément, par ses actions, il nous a tous inspirés, il a tous eu un impact sur nous. Comme tu as dit, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Et pour moi, Brother Jimmy, c'est vraiment une source d'inspiration. Même Lumière, c'est quelqu'un, comme tu as dit, quand il parle, j'écoute, tu vois, parce que c'est pas quelqu'un qui parle pour rien. Donc, mais quand je dis que tu es sur ses traces, pas forcément dans la manière de faire, mais dans la manière de justement de revendiquer ton côté guadeloupéen, afro-caribéen, mais aussi de planter des drapeaux dans le monde. C'est ça. Et c'est ce que moi, je big up énormément pour ce que tu fais, parce que tu aurais pu monter là et juste dire, ouais, ok, je suis monté là, je l'ai fait, etc. Mais tu es monté et tu as planté le drapeau de la Guadeloupe, tu vois. Et je pense que tu vas planter le drapeau de la Guadeloupe sur toutes les ascensions que tu vas faire. Mais en toute humilité, je vais t'expliquer un truc. La première ascension que j'ai faite, j'avais pas le drapeau. Et quand j'ai vu les commentaires, il y a quelqu'un qui a marqué, mais au drapeau là. Et dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, merde, mais oui. Et du coup, de là, le concept, alors pour te donner l'anecdote, quand j'ai fait l'ascension du Nevado Mateo au Pérou, j'ai envoyé les images à quelques personnes, notamment à Michel Malézieux, qui était la fondatrice de Retour au pays.
et Brother Jimmy. Et c'est les deux qui m'ont contacté. Je revenais de la montagne, les deux m'ont dit Timam, mais ce que tu fais là, c'est dément. C'est incroyable. Et donc Michel Malézieux m'a proposé de me faire un montage sur Retour au pays. Et c'est de là que le premier buzz est parti. Ok. Elle m'a dit, en plus je me rappelle bien, elle m'a dit bon, je te fais un montage, si tu fais pas 10 000 vues en temps de machin, c'est foutu. Parce qu'elle est spécialiste en communication, donc elle m'a dit. Et elle a publié le montage à 9h du matin et genre à midi, j'étais à 30 000 vues. Je me suis dit, ouais, je comprenais pas ce qui m'arrive. Et de l'autre côté, Brother Jimmy qui me dit, Tima, mais tu es un Guadeloupéen, tu fais des choses comme ça, mais il faut faire savoir ça au monde. Et en fait, le gars a pris 2 polos. Donc ce polo-là que tu vois que j'ai sur moi, il a envoyé ça en Amazonie, au Pérou, parce qu'entre-temps, moi je continuais mon voyage, j'étais en Amazonie. Le mec a pris 2 polos et un drapeau, il a mis ça dans un colis. Et il t'a envoyé. Et il m'a envoyé ça. Big up. Tu vois, donc ouais, c'est quand un mec comme ça te check, te dit que tu es une fierté, et en plus prend le temps de te faire un colis et de t'envoyer les trucs, tu te dis là il se passe un truc. Là il se passe un truc, et du coup ça m'a fait réfléchir, tu vois, et je me suis dit effectivement maintenant je vais trimballer mon drapeau partout, quoi. T'as raison. Trimballe-le, mets-le partout. Donc tu nous as parlé de ton enfance, que c'était assez difficile. Non, c'était pas difficile. Je ne vais pas dire que j'ai eu une enfance difficile. Ouais. J'ai dit, loin de moi l'idée de dire que j'ai eu une enfance difficile. J'ai eu des épisodes qui m'ont fait réfléchir, mais j'étais pas mal heureux. Un tennis mangeur, assiette en moins, un tennis télé, un tennis bitin, un pâté vivadan, casantol. Parce que j'ai connu moi des amis à moi qui vivaient dans des casantols et qui n'avaient pas trop à manger. Eux ont eu une enfance difficile. Moi, j'ai eu des épisodes qui m'ont fait réfléchir. C'était plus au niveau entre relationnel. Ouais, exactement. C'était difficile au niveau relationnel. Voilà, c'est ça. Donc, tu es parti de là. La musique t'a permis de briller c'était un exutoire, la musique. Ouais, exactement. Ok. Et à partir de la musique, en fait, quand tu as eu cette première victoire par rapport à la musique, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a légitimé un peu dans ma position de Guadeloupéen. Ok. C'est-à-dire que je me suis senti, quand j'allais en sound system, quand j'avais des gars comme Zebris, Big Up Zebris Teldem, qui me checkaient, qui me disaient « tu m'as écrasé ça ». Parce que pour moi, ces gars-là, c'est des fondations, tu vois. Moi, j'écoutais Zebris, Wu-Tang Park, j'avais 7, 8, 9 ans, tu vois. Donc quand tu te retrouves en sound system à côté de ces gars-là, voilà, ou quand moi je suis Saint-Anais, donc j'avais un studio. Alors je remercie aussi Blady, Big Up Blady, Casque d'Or, parce que c'est un gars qui a manqué un studio à Sainte-Anne. Et pendant des années, il y a plein de jeunes qui venaient squatter dans son studio. Le gars dormait toujours, on venait ouvrir le studio à 8h du matin, on passait des journées dans le studio à gratter des textes et tout, machin. Il a été patient, big up à sa femme aussi d'ailleurs qui a été patiente. Mais ça m'a légitimé dans ma position de Guadeloupéen, de jeune Guadeloupéen, parce que je me retrouvais en studio avec Sadik, qui grattait ses textes, machin et tout. Tu vois, quand t'es à côté de ces gars-là, qui dit pour Black Tis, Big Up, pour machin, après c'est pour, ben voilà, après c'est ben voilà, il n'y a plus de nègres, métis, machin, c'est juste en bande de Guadeloupéens qui a check Sinayo ensemble, tu comprends? Ça m'a légitimé dans cette position-là. Là, je me suis dit, enfin, ça y est, là, je me sens 100% Guada, exactement. Okay. Ça m'a permis de prendre confiance en moi à ce niveau-là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il s'est passé que j'ai passé ma licence d'histoire. Je suis arrivé à Saint-Claude, donc la musique, ça a commencé, ça a démarré, on va dire, début lycée pour moi, fin collège, début lycée. La période faste, entre guillemets, où j'étais pas mal en activité, c'était entre la première du lycée et ma dernière année de licence. J'ai fait pas mal de sondes et tout ça, voilà. Et après cette période-là, je suis parti à Montpellier pour continuer mes études. Et là, ça a été le choc culturel pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, j'allais en vacances en France. Mais de vivre en France, c'est autre chose. Et là, je suis arrivé à Montpellier et tout était trop grand, tout était trop rapide. J'étais perdu en fait. Et du coup, j'ai tenu 2 semaines à l'université où j'étais, j'ai abandonné. La première année à France a été compliquée, je me suis retrouvé au tribunal pour une histoire bête, entre guillemets. En plus, j'ai dû rembourser ma bourse parce que j'allais pas aux examens et que je touchais la bourse, donc j'avais 3000 balles de dette sur la tête. Donc voilà, donc le choc et tout. Et ensuite, j'ai rencontré la mère de mon fils, qui est martiniquaise, big up la Martinique. Et elle m'a fait grandir en fait, elle m'a fait prendre en maturité.
Elle m'a dit, écoute, toi, je vois que tu as du potentiel. Je me rappelle d'une phrase qu'elle me disait, toi, tu as un diamant brut, mais il faut te le laisser tailler. Elle me disait que je voulais pas me laisser tailler, tu vois. Elle m'a fait grandir, elle m'a mis des coups de pied aux fesses aussi, entre guillemets, tu vois. À l'époque, je fumais, putain, mais t'es tchad à 10h du matin, là, moi, ça m'intéresse pas, en fait. C'est un mec qui est tchad à 10h du matin, qui fait rien de sa life, ça m'intéresse pas. Donc, c'est soit tu te mets carré, soit si tu veux continuer sur ce chemin-là, je respecte, mais c'est pas avec moi. Mais si tu as un minimum de jugeote dans ta tête, quand on te dit ça, tu te dis, bon, voilà, je vais mettre carré, surtout que la mère de mon fils, elle a 6 ans de plus que moi. Voilà, donc elle m'a fait prendre en maturité. J'ai vécu 10 ans avec elle, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été tout rose, mais c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup grandir. Voilà. Je pense que je l'ai fait grandir aussi. Hein. Là, la valeur n'atteint pas le nombre des années, tu vois. Je l'ai fait grandir, mais on s'est fait grandir mutuellement. Ça a été un deuxième step. Et après, ce qui m'a fait comprendre qu'on n'avait qu'une seule vie, c'est le décès de mon père. J'ai perdu mon père en 2014. En fait, mon fils est né. En fait, ça a été un truc très dur à avaler pour moi. Mon fils est né le même jour que moi. Je suis né le 17 janvier, il est né le 17 janvier 2013. C'est une fierté, ça. Exactement. Et c'était le premier petit-fils de mon père, son seul petit-fils. En fait, il est né en janvier 2013. Et après une période compliquée, de grossesse difficile, enfin moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, 6 mois après, on m'a appelé pour me dire ton père a un cancer en phase terminale, il parle plus, il est paralysé, il est hémiplégique, il est en neurologie là au CHU, voilà. Et à l'époque, je travaillais à TF1, donc j'avais un bon poste et tout, j'étais documentaliste audiovisuel pour TF1. Ça, c'est un épisode, franchement, l'histoire est longue, il faudrait que je te la refasse il y a eu l'épisode TF1 aussi. Et en fait, j'ai décidé de tout plaquer. Je travaillais à Paris, ma compagne elle était à Montpellier avec Ariane, parce que j'avavais décroché un stage à TF1 de documentation audiovisuelle. Donc j'avais fait 1 an de stage, ils m'avaient proposé un poste d'intermittent du spectacle et tout, donc le truc commençait à sourire pour moi. Et en fait, on m'a appelé, on m'a dit ton père est malade, j'ai démissionné, je suis rentré en Guadeloupe. Sur un coup de tête, sur un coup de tête. Mon père, comme j'ai dit, mon père lui voulait pas que je rentre. Hein. J'ai dit papa, tu m'as offert 25 ans. J'avais 25 ans à l'époque. Non, j'avais 24 ans. J'ai dit, tu m'as offert 24 ans de ta vie. Je veux bien t'offrir quelques mois. Tu vois, la question se posait pas en fait. Moi, j'ai eu la chance. Je sais qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui ont eu des papas pas trop présents, plus ou moins présents, plus ou moins. Et je suis désolé pour eux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père présent avec ses qualités et ses défauts. Mais j'ai eu la chance d'avoir un père présent pour moi, tu vois. Donc, la question ne se posait même pas, en fait. Je suis rentré et j'ai passé les 8 derniers mois de sa vie à ses côtés. Et quand il est décédé, je me suis dit, bon, ça peut aller très vite, en fait. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que j'avais qu'une seule vie. Mais ça m'a pas déclenché tout de suite dans cette démarche-là, parce que mon fils était en bas âge, parce que j'étais en couple, parce qu'il fallait assurer le quotidien. Et c'est de là que je me suis retrouvé dans la fonction publique, parce que après 8 mois, quand j'ai démissionné de TF1, et après 8 mois au chevet de mon père, j'aurais pu repartir sur Paris, mais je voulais revenir auprès de ma famille. Il n'y avait pas ce secteur-là sur Montpellier. À un moment donné, il faut assurer le quotidien. Quand on te propose un contrat de travail, tu prends. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé fonctionnaire, tu vois. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'était juste par obligation d'assurer le quotidien, quoi. C'est sûr. Et voilà. Et je me rappelle même plus pourquoi je te disais ça. C'était quoi la question de base? Non, mais t'inquiète. Mais en fait, je vois que, on va dire, il y a plusieurs épisodes dans ta vie, comme on dit, qui t'ont guidé jusqu'à là, inconsciemment ou consciemment. Et je me rends compte que là, il y a toujours des épisodes dans notre vie qui sont des leçons de vie. Et là, en gros, c'est comme si le décès de ton père, malheureusement, c'était comme si la vie te faisait prendre conscience de l'importance justement de la vie, tu vois. Et, mais quand même, la vie t'a quand même donné un cadeau avant de te prendre quelque chose, tout en t'apportant une leçon. C'est ça. Donc, tu as donné ton fils, c'est ça. Père, mais c'est une leçon. Mais j'étais dégoûté. En fait, c'était une leçon, mais là où j'en voulais à la vie, c'est que mon père, ça lui tenait à cœur d'être grand-père, tu vois. Je sais que ça lui tenait à cœur. Et moi, je voulais que mon fils profite de son grand-père, parce que je sais que son grand-père l'aurait mis bien, tu vois. Et j'étais dégoûté, en fait. J'en voulais
J'en voulais à la vie, tu vois, de m'avoir pris mon père alors que mon fils venait de naître, tu vois. Ouais, ouais, Mais aussi, d'un côté, comme tu dis, au moins j'avais mon fils auquel me raccrocher pour pas sombrer dans la dépression post-mortem, entre guillemets, de mon père, tu vois. Mais d'un côté, j'étais dégoûté, quoi, parce que je voulais que mon fils puisse profiter de son grand-père, tu vois. Et c'est pas le cas. Mais bon, ma foi, ça m'a rendu plus fort sur d'autres choses. ouais, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, c'est toujours une leçon, même si les leçons sont dures des fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours une leçon. Et on va dire, après le décès de ton père, tu as repris un travail, mais est-ce qu'il y avait de l'amertume, de la haine, beaucoup? Oui, j'ai Comment oui, j'ai une longue période d'amertume, de haine, et d'ailleurs ça s'est ressenti dans mon couple. Ça a été compliqué, j'étais pas toujours facile parce que j'en voulais à la vie en fait, parce que ben, en fait j'étais en train de tracer mon chemin, donc je te refais l'épisode TF1. Donc après la première année compliquée, la mère de mon fils me remotive à reprendre des études. Je m'inscris à un master en gestion de l'information et de la documentation. Et bim, je décroche un stage de documentation audiovisuelle en première année de master à TF1 à Paris, l'année des Jeux Olympiques, en 2012. Ah ouais, ok. En 2012. Donc il y avait Londres, et en plus pour Téléfoot et Automoto, deux magazines que je regardais. Ouais, je kiffe Donc aussi. je me dis, waouh, je vais travailler à TF1, frère. Le Je dis, rêve. ok, le rêve, je me plonge là-dedans. Du coup, je fais un premier stage. Ensuite, je fais un deuxième stage à Eurosport, qui appartenait à TF1 à l'époque. Ok. Donc à Boulogne-Billancourt, hein, à la tour TF1, et de l'autre côté du pont du Garigliano, il y avait Eurosport et tout ça. Et donc je me lance à fond là-dedans, j'abandonne le master et il me propose un poste d'intermittent du spectacle. Donc je me suis dit, Timal, ça y est, ma carrière est lancée. Mon père vient me voir à Paris, je l'emmène visiter les locaux de TF1, je l'emmène voir le plateau du JT, le gars t'es fier, comme pas de qu'à blaguer ça. Et au moment où je me dis ça y est enfin, et mon fils naît, enfin voilà, je me dis au moment où je me dis ça y est enfin, Timal, le truc se met en place. Là on m'appelle pour me dire ouais ton pater il va crever, Timal. Je me dis mais c'est pas possible, toujours ni en bitin, Timal. Toujours ni en bitin qui a fait que. Et du coup ben après le décès de mon père et après cet épisode là, effectivement j'ai eu beaucoup d'amertume. Parce que je me suis dit que, ouais, tu sais, comme beaucoup, tu as tendance à te victimiser un peu. Je me suis dit, ouais, la vie m'en veut, qu'est-ce que la vie me fait payer, on va pas comprendre, mais qui j'ai en même machin. Parce qu'au final, je suis revenu à Montpellier, j'avais pas de travail, j'avais plus de travail puisque j'avais démissionné de TF1. Ma compagne avait géré comme elle pouvait mon absence, mais ça veut dire une absence de revenus aussi. Donc on s'est retrouvé dans une cité HLM toute pourrie de Montpellier. On allait prendre à manger au secours populaire. Enfin voilà, moi j'ai eu des épisodes où presque on pas dit qu'elle ne pas ni manger, mais on avait notre carte du secours populaire, tu vois, on allait prendre des paquets au secours populaire. J'avais beaucoup d'amertume et beaucoup de colère en moi par rapport à ça, que j'arrivais pas à exprimer autrement qu'en ayant peut-être de l'agressivité envers ma compagne, alors jamais levé la main ou tout ça, mais dans les mots, en n'étant pas à l'écoute ou en me refermant sur moi-même, je commence à être beaucoup plus. Mais je suis quelqu'un, quand je suis en colère, je suis assez mutique, je parle pas trop, j'accumule et d'un coup ça explose. Tu vois. Et ça a été pendant de 2014 jusqu'à. Mon père est mort en 2014, donc de 2014 jusqu'à 2022. Donc c'est une période assez longue quand même. Ouais, je sentais que j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je faisais les choses par obligation. Je me sentais prisonnier d'un quotidien. Je savais que j'avais un potentiel, mais j'arrivais pas à l'exprimer. Donc je me suis dit, bon, Timal, tu vas faire comme beaucoup de personnes. Au final, tu vas travailler 40 ans en retournant ça dans ta tête. Tu vas arriver à l'âge de la retraite et tu seras aigri, mais j'étais presque devenu fataliste. Hein. Ouais, tu t'es fait une raison. Ouais, je m'étais fait une raison. Je me suis dit, bon, pas piper, c'est ça. Tu seras pas le premier, tu es pas le premier, tu seras pas le dernier. Mon foi, mais j'étais pas bien. Franchement, je trouve que tu as un parcours incroyable, encore une fois. Je sais pas combien de fois je vais le dire, mais pour moi, c'est incroyable de gravir des montagnes comme ça. Et surtout, à chaque fois, tu rebondis de tous les... on va dire, j'ai l'impression que
comme on va dire, on va parler de Sangoku, mais c'est à chaque fois que tu meurs, mais tu reviens, mais avec un pouvoir en plus. Sangoku, à chaque fois qu'il meurt, il revient avec une nouvelle transformation ou un nouveau truc. Mais j'ai l'impression que toi, tu fonctionnes un peu comme ça. Ouais, je fonctionne un peu comme ça parce que comme je te dis, j'essaie de tirer le bon de mes difficultés. Après aussi parce que j'ai eu la chance à chaque fois de trouver des personnes dont le discours me relevait. Tu vois, je suis pas hypocrite et je suis pas menteur, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où j'ai eu besoin qu'on m'aide à me relever, tu vois. Ouais. Mais par contre, dans ma tête, je me suis toujours dit, même si on t'aide, il n'y a que toi qui peux, au final, définitivement, enfin en dernier ressort, prendre la décision. Parce que la personne pourra t'apporter toute l'aide que tu veux, si toi, tu n'es pas prêt à te relever, voilà. Et parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets, comme je te dis, j'ai compris qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie, on n'a pas. J'ai un pote de Sainte-Anne qui est un chanteur, il te le dit. Songez, c'est One Life, pas ni vie d'essai, Ouais. Goliath. Voilà. Et c'est vrai, tu peux pas recommencer ta vie en te disant attendez, non, là je fais marche arrière et je reprends le truc et je repars. Donc il faut accepter ce qui s'est passé, même si des fois c'est dur. Et en faire une force pour avancer, tu vois. Et si tu restes trop longtemps à te morfondre sur le passé en te disant mais c'est injuste, c'est injuste. Ok, c'est injuste, mais c'est fait, ça déjà fait. Ouais. Comprendre? C'est des injustices, il y en a plein, il y en a partout, et malheureusement ça fonctionne comme ça. Mais ça c'est déjà fait, avance, rebondis et sois plus fort. Et moi je t'ai dit, on m'a trop souvent dit, tous les gens qui m'ont dit tu vis dans un film, tu es pas raisonnable, tu devrais pas faire ça. Ça c'est pas bien pour le futur. Tous ces gens-là, ils savent pas la force qu'ils m'ont donnée. Ouais. Ils m'ont donné une force, je les remercie. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi, mais je remercie encore plus tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Parce que c'est eux qui m'ont donné plus de force. Parce que j'avais des choses à prouver à moi, mais je ne suis pas hypocrite non plus. Il y avait des gens à qui j'avais envie de faire fermer leur bouche, tu vois. Et effectivement, c'est une source de motivation, mais il faut que ce soit utilisé à bon escient. C'est sûr. Tu vois, il faut que ce soit utilisé à bon escient. Et moi, c'est ça, ouais. Ma force, c'est de faire les choses pour moi. Et je sais que j'ai eu une période où en tout cas, et parce que beaucoup de personnes ont douté de moi aussi, parce que j'ai eu une période où j'ai un pays disant t'es délinquant. Ouais. Mais voilà, on t'es qu'à la chaîne, on t'es qu'à filmer, on t'es qu'à machin, on t'es qu'à faire des tibitiens, vous comprenez? Ouais. Et beaucoup de personnes me voyaient fréquenter des gens en me disant, tu vois, et je leur ai dit, jamais ne jugez jamais un livre et à sa couverture, et même tout ce que j'ai appris dans cette période-là, dans la rue et tout ça, j'en tire du positif et j'ai fait des superbes rencontres. Et il y a des gens, je les check toujours, tu vois, même si moi je suis pas, je suis dans un autre truc, mais on est tout ce côté-là, oui, on est aussi toujours qu'un gars conservé parce que dans chaque milieu que tu fréquentes, il y a toujours du bon à prendre. Que ce soit même, j'exagère, mais même quand tu es en prison ou dans le pire des trucs, ou même quand tu es à la guerre ou que tu te retrouves, il y a toujours du positif à prendre, mais par contre il faut arriver à aller le chercher. Il faut arriver à écarter tout le négatif, tu vois, à creuser le négatif et te dire ah tiens là il y a un truc positif, tu vois. Et se concentrer dessus. Exactement. Et ouais, je sais pas si c'est une forme de comme Sangoku, mais j'ai décidé effectivement de rebondir. Mais comme je te dis, ça se décide, ça se somatise. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a une hype sur la montagne avec, je pense que tu connais Inoxtag, etc., qui parle de monter l'Everest. Ah d'ailleurs, j'ai même pas suivi l'actu. Est-ce qu'il a déjà monté ou il va Alors il nous laisse dans le suspense parce que tu penses bien que mon fils de 11 ans, il est connecté. Il est connecté de fou et il m'a envoyé tous les trucs sur Inoxtag parce que je monte des montagnes. En fait là, il va faire un documentaire qui va sortir en septembre et on saura en septembre si oui ou non il est allé au bout de son projet. Donc là, il a dit qu'il se retirait des réseaux un petit moment. Et qu'en septembre, on saurait si oui ou non il a son projet abouti. Ok. Et donc toute cette hype qu'il y a autour des montagnes, est-ce que... je pense pas que ça t'ait influencé. Tu connaissais pas, on va dire, tu n'étais pas connecté à ça à ce moment-là. Et qu'est-ce que toi, ça te montre? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu te dis, ah super, comme par hasard, ça se fait au même moment, donc c'est peut-être le moment de le faire? Moi, non, je t'avouerai que je me sens pas trop touché. J'essaie de pas trop me laisser influencer par ça. C'est bien, tant mieux. Mais ça m'empêchera pas de continuer si demain la hype retombe, tu vois ce que je veux dire?
Mais effectivement, le timing, bon, je reconnais que c'est un bon timing et que c'est cool que en même temps il y ait cette hype qui commence à venir autour de la montagne. Mais ça me touche pas plus que ça. Surtout que la hype autour de la montagne, elle est en particulier autour de l'Everest, l'Himalaya et tout, tu vois, alors qu'il y a tellement d'autres coins à voir au niveau montagne dans le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a une fixette sur l'Everest et les 8000 mètres. Et je suis mitigé par rapport à ça. Ok. Parce que l'Everest, c'est devenu une autoroute. Enfin, avant, c'était réservé à quelques initiés, quelques mecs qui avaient des capacités physiques hors normes. Maintenant, si tu as 40 000 euros, tu peux être le plus branlant, enfin j'exagère, mais tu peux être un mec qui fait pas de sport et aller escalader l'Everest. Parce qu'avec 40 000 euros, tu vas te payer les porteurs, l'oxygène, les machins, les cordes fixes. Alors tu n'arriveras peut-être pas jusqu'en haut, mais tu peux déjà arriver à une bonne partie de la moitié au moins. Exactement, tu vois. Donc la hype, je suis content, mais moi, c'est pas ça qui m'a influencé. Et c'est pas ça qui m'influence actuellement. Ce qui m'influence, c'est de faire mes trucs. Et effectivement, je suis inspiré par quelques personnages des montagnards, tu vois, mais qui sont plus connus dans le monde de la montagne. C'est-à-dire que moi, donne des noms. Si demain je vais te parler de Nimsdei Purja, je connais pas. Je sais pas qui c'est. Non, pas du tout. Voilà, c'est le Népalais qui a monté l'équipe de Népalais pour faire 14 x 8000, tu vois. Si je te parle de Mingma David Sherpa, tu sais pas qui c'est. Voilà, pourtant c'est un mec qui a un record du monde. Si je te parle de Tenzi Sherpa, tu sais pas qui c'est. C'est un mec qui a escaladé le K2 en hiver, escaladé une montagne de plus de 8000 en hiver, c'est le pire des trucs à faire. Parce que déjà en été c'est enneigé, alors en hiver tu n'imagines même pas les conditions climatiques. Mais ça, c'est des gens qui m'inspirent, mais c'est des gens qui sont connus. Voilà, c'est une niche. Tu vois, moi, perso, Inoxtag, alors je suis très content pour lui s'il a réussi à le faire. Tant mieux. Mais Inoxtag, c'est parce que c'est un youtubeur qui a les moyens de le faire. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, c'est sûr. C'est pas n'importe qui, demain, un individu lambda qui peut aller se dire tiens, si je me faisais un kiff et que j'allais faire l'Everest. Donc, je suis content qu'il y ait cette hype, mais je voudrais que la hype respecte la montagne. Tu vois, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la montagne, c'est un milieu que tu fais. C'est pour ça aussi que j'aime la montagne. C'est que tu sois blanc, noir, petit, grand, musclé, pas musclé. Si physiquement et mentalement t'es pas prêt, elle te pardonnera pas. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau et tout, d'être issu de telle ou telle communauté ou d'avoir tel ou tel. Mais par contre, une fois que tu arrives en face de la montagne, tu vois ce truc, là, machin, déjà ça te remet à ta place. Là, tu te sens tout petit. Et quelle que soit ton origine, ton milieu social, tes capacités, d'où tu viens, si tu n'es pas prêt mentalement à affronter ça, tu ne pardonneras pas. Et au moins, ça remet tout le monde sur un piédestal. Quand tu te retrouves dans un camp d'altitude à 5350 mètres, isolé, et que tu es avec un Suédois, un Américain, un machin, lui, les chefs d'entreprise, lui, les machins, on est tous au même niveau. On mange tous la même soupe, on va tous faire pipi et caca dans des toilettes sèches qui puent la merde. Non, mais c'est sérieux. Et là, au moins, tu vois, ça trouve le gros chef d'entreprise qui a son gros loft à New York, machin. Et lui, quand il vient faire le wine à Potosi avec moi, c'est pas le gros chef d'entreprise, hein. Il est pareil que moi. C'est l'être humain. Il n'a pas son lit VIP, il est logé à la même enseigne. Et ça, c'est bien. Ça, je trouve ça bien, de remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ça c'est cool, c'est cool. Il y a un truc, moi, qui m'a frappé, c'est que tu parlais de budget. Ça veut dire que si tu as les moyens financiers, ben, tu peux gravir à un certain niveau, on va dire quand même. Mais tu peux gravir, on va dire, c'est quand même très financier. Maintenant, c'est ce que je te dis, c'est que cette hype, c'est devenu, entre guillemets, par exemple, faire l'Everest. Avant, c'était réservé à une poignée d'initiés. Et maintenant, c'est devenu une manne financière pour le Népal. Donc, il y a toujours cette balance à trouver entre. C'est une manne financière pour le Népal. Il faut savoir qu'une ascension de l'Everest, c'est au minimum 40 000 euros. Rien que le permis pour être autorisé à accéder à l'Everest, c'est 10 000 euros. Tu vois. Donc, c'est devenu une manne financière. Et du coup, c'est devenu aussi le nouveau kiff des nouveaux riches, entre guillemets, qui sont aventuriers et tout ça. Ben, tu peux partir faire l'Everest. C'est-à-dire, mais oui, la montagne est devenue une manne financière, effectivement. Parce que aller escalader l'Everest ou même aller escalader le Kilimandjaro, moi là par exemple, mon budget pour l'expédition Kilimandjaro,
c'est pas loin de 13 000 euros. Ouais, c'est quand même. Tu vois, bon rien budget. que l'expédition, elle me coûte 4 800 euros. Ok. Tu vois, parce que je pars avec des guides népalais, justement, j'ai voulu faire la connexion avec les Népalais, donc je pars avec les Népalais du reportage 14x8000. Ouais. J'ai réussi à me connecter avec eux, Ok. mais comme c'est des mecs qui ont un certain niveau, Mhm. ben, c'est un certain prix de Ouais, partir c'est sûr. avec des gens comme ça. Ouais. Tu vois, donc ben ouais, moi, l'expédition de 7 jours, c'est 4 800 euros, hors billet d'avion, hors, tu vois. Ok, ok. Donc effectivement, la montagne, c'est un sport qui coûte cher, quoi. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est cool. Mais en fait, ce que je vois aussi, c'est que si tu veux gravir la montagne, entre guillemets, avec une certaine fierté, vaut mieux y aller, je vais pas dire sans guide, mais avec le moins de confort que possible. C'est clair. Mais moi, comme je dis, c'est un budget, oui et non, parce que là, je me suis attaqué au Kilimandjaro parce que c'est une montagne connue. Ouais. Mais quand tu veux gravir des montagnes, euh, comment dire ça, entre guillemets, et que tu n'as pas de moyens, il y a plein d'autres manières de le faire, tu vois. Ouais. Effectivement, et de le gravir. Moi, à terme, c'est ce que j'aimerais faire. C'est aller gravir une montagne seule, sans guide, avec ma petite GoPro, mon petit truc, et filmer mes étapes. Et justement, j'ai un autre reportage que je regarde régulièrement sur ça, sur un sommet que je nommerai pas parce qu'il est dans ma tête et que voilà. Et c'est un mec, il part tout seul avec un pactage il se prépare il part tout seul avec un partage de 34 kilos à la base. Ok. Et il prend 21 jours pour faire l'ascension. Ok. Et il est parti tout seul, mais je pense que quand il est arrivé au bout, ben, quand tu fais ça, entre guillemets, t'as plus peur de rien, tu passes un autre step. Le step final pour moi, ça serait ça, c'est de pouvoir faire une montagne seule, sans guide. Ok. Voilà. Mais ça reste une fierté incroyable, mais un gros risque aussi. Bien sûr. Mais la fierté va pas sans le risque, hein, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Quand ton entreprise marche, et que là tu te dis ça y est, enfin je suis rentable, ça y est, enfin je peux me verser un salaire, ça y est, enfin je peux être passif et laisser les autres travailler pour moi. Tu es fier. De ouf. Mais c'est parce que tu as pris des risques derrière. C'était pas garanti que ça marche. T'es sûr. Ben c'est pareil quand je vais escalader des montagnes. Là, le Kilimandjaro, c'est pas garanti que j'arrive au sommet. Mais si j'arrive au sommet, ouais, je serais fier, mais parce que ça va avec la prise de risque. Par exemple, là, quand j'ai fait le Huayna Potosí, c'était une montagne que j'avais en tête depuis 2022. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis pété le pied en Amazonie. Et j'ai dû renoncer, j'étais vraiment en mode aventurier, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon ascension du Nevado Mateo au Pérou, après j'ai eu envie d'aller explorer l'Amazonie, je me dis je pars à Iquitos, c'est la ville du Pérou qui est inaccessible que par avion ou bateau, il n'y a pas de route. Et là, après j'avais l'intention du Pérou de faire la Colombie, et puis après de Colombie d'aller en Bolivie pour aller faire le Huayna Potosí, tu vois. Eh ben, arrivé à Iquitos, au bout d'une semaine, je me pète le pied un jour au beach volley. Ok, dégoûté. C'est un truc tout con, tu vois, tu fais des trucs extrêmes, c'est pour te dire que le risque il est partout. Hein. C'est des trucs extrêmes, eh ben, je me suis pété le pied un jour au beach volley, j'ai dû renoncer au Huayna Potosí et j'ai dû attendre 2 ans que mon pied est récupéré, que l'opportunité se présente à moi, que j'ai les finances pour et tout ça, pour enfin remettre ce projet-là sur la table. Ok. Donc, ouais. La fierté va avec le risque. Moi, je ne connais pas de fierté sans risque. C'est vrai, moi non plus. Voilà. Et mais pourquoi le Kilimandjaro? Parce que c'est la première fois que je vais mettre les pieds en Afrique et que symboliquement, c'est le sommet de l'Afrique. C'est la plus haute montagne d'Afrique et qu'en plus, c'est la plus haute montagne isolée au monde. Si tu regardes bien, en fait, les montagnes, normalement, elles font partie de chaînes montagneuses. Le Kilimandjaro, si tu regardes, c'est un massif montagneux planté au milieu de nulle part. C'est vrai, c'est incroyable. Donc déjà, quand tu te dis quand tu réfléchis à la puissance naturelle qu'il a fallu entre les subductions, les accrétions, les tremblements de terre, machin, qu'il a fallu pour faire monter cette montagne-là pendant des milliers d'années, et qu'elle est plantée au milieu de nulle part, ouais, quand même. Et symboliquement, pour la première fois que je vais mettre les pieds en Afrique, de monter sur le toit de l'Afrique, je trouve ça fort. Je trouve ça fort, beau, et parce que le Kilimandjaro, ça reste une montagne de légende. C'est-à-dire que dans les récits, dans les chansons, on connaît tous la chanson Les Neiges du Kilimandjaro. C'est une montagne, ou en tout cas un mot qu'on a tous déjà entendu. Donc c'est aussi aller sur un lieu,
chargé d'histoire, quoi. Ouais, symbolique, chargé C'est d'histoire. ça, Ouais. c'est ça. Et donc on a parlé de l'Everest, mais à part l'Everest et Kilimanjaro, quelle serait, bon, on va dire, ta montagne de rêve? Un 8000. Alors, j'en ai deux, mais euh, je peux pas trop les évoquer parce que j'ai pas envie de me faire piquer l'idée pour parler franchement. Y a pas de souci. Mais en fait, mon rêve, ça serait de faire une partie des 7 sommets. Les 7 sommets, c'est. De toute façon, tu tapes 7 sommets alpinistes sur Google, tu trouveras, mais les 7 sommets, en fait, c'est la montagne la plus haute de chaque continent. Ok, ok. Donc, le Kilimanjaro, c'est la montagne la plus haute d'Afrique. Mhm. Ensuite, tu as le mont Elbrus, ou McKinley, je crois, qui est le mont le plus haut d'Amérique du Nord. Ensuite, tu as une autre montagne qui est la plus haute d'Amérique du Sud. Celle-là, je ne la dis pas, mais vous irez la trouver. De toute façon, il suffit de taper montagne la plus haute d'Amérique du Sud. Mais ça serait une partie, ça serait de mon rêve, ça serait d'arriver au moins d'arriver à faire 4 ou 5 des 7 sommets. Et pourquoi pas les 7? Parce que dans les 7, il y a l'Everest. Ah, et tu veux pas faire l'Everest? C'est pas que je veux pas, c'est que ça reste quand même une montagne qui fait 8900 mètres. Ouais, c'est chaud. Tu vois ce que je veux te dire? Mais je dis pas que je le ferai pas, et qu'ensuite il y a toute ma philosophie aussi qui me dit que j'ai pas, pour le moment j'ai pas envie de partir parce que l'Everest c'est devenu une autoroute. Ouais, comme tu C'est as dit. super pollué. Là cette année les autorités népalaises, je crois qu'elles ont délivré pas moins de 600 permis de montée, tu vois. Donc dans l'immédiat ce sera peut-être pas l'Everest. Ouais. Mon 8000 ce sera peut-être pas l'Everest, donc c'est pour ça que je dis que je suis pas sûr de faire les 7 sommets en entier. Mais de faire 5 ou 6 des 7 sommets, sachant qu'il y en a qui sont plus petits mais plus compliqués à escalader techniquement. Il y en a même qui sont dans des endroits parce que je t'ai dit 7 sommets pour 7 continents, mais il n'y a pas 7 continents. Ouais. Tu comptes combien de continents toi? Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe, Asie. Et allez, on va dire l'Océanie. L'Océanie, ouais. Et après, il y a l'Arctique, Océanie, il n'y a pas de montagne. Donc il y en a 5, il manque quoi? Arctique et Antarctique. Ouais. Là, il y a des montagnes. Ouais. Et là, je les connais même pas celles-là. Et je pense qu'elles doivent être. Là, je vais dire un truc, si j'arrive à escalader les 2 montagnes de l'Arctique et de l'Antarctique, alors ça, je pense que ce sera mon Everest à moi. Parce que déjà, rien que pour s'y rendre. Ouais, c'est chaud. Ouais, là, c'est chaud. C'est chaud, mais il faut trouver une expédition qui accepte de t'embarquer. Enfin voilà, c'est des endroits où pas beaucoup de monde mettent les pieds, quoi. Donc ça serait ça mon rêve, quoi. Mais c'est le rêve maintenant, mais je suis toujours, tu vois, par exemple, je suis toujours en train de réfléchir à quel autre projet. Par exemple, quand je descendais du Huayna Potosi, j'étais déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Et c'est 2 jours après, je me balade sur les réseaux, je vois une opportunité sur le Kilimanjaro, je me dis bim, allez bim, je m'inscris tout de suite et je bloque le truc, tu vois. Je saisis l'opportunité. Dès qu'elle se présente à moi, je chope l'opportunité. Ça me fait rire parce que on parlait de business, tu disais ouais, mais moi c'est pas business, etc. Mais en fait dire, dans tout ce que tu fais, tu as les mêmes mécanismes qu'un entrepreneur. Ça veut dire que tu as réussi un projet, boum, c'est bon, c'est réussi. C'est quoi le prochain, tu vois? Ouais, et la plupart des entrepreneurs, même des sportifs, etc., bon, c'est quand même un sport ce que tu fais, mais toutes les personnes qui sont dans le haut niveau, on va dire, il y a un ami qui dit, ouais, le haut niveau Nimunaï. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui arrive au haut niveau. Il faut avoir ce qu'il faut pour arriver au niveau. Et j'ai l'impression que toi, tu es toujours dans cette recherche du haut niveau, c'est quoi l'autre challenge, le challenge d'après. Et tu n'as pas peur qu'un jour dans ta vie, que tu sois un éternel insatisfait? Si, j'ai cette peur-là, mais j'essaie justement de voir le verre à moitié plein et de me dire, bon, même si j'arrive pas à remplir mon verre jusqu'au bout, au moins j'aurais déjà rempli tout ça. Un éternel insatisfait, peut-être pas, mais j'essaie d'avoir le moins de frustration possible. Je sais que je pourrais peut-être pas. En fait, on a tous des rêves, on veut tous accomplir plein de choses. Est-ce qu'on pourra accomplir la moitié de ce qu'on rêve? Si on arrive à accomplir déjà la moitié ou les 3/4 de ce qu'on rêve, ce sera déjà bien. Si on arrive à tout accomplir, ben, ce sera parfait, tu vois. Mais non, j'ai moins cette peur-là maintenant d'être un éternel insatisfait parce que j'ai déjà accompli une partie de ce que je voulais accomplir. Et parce que ce que j'ai fait déjà, je trouve ça fort, tu vois. Ouais. Donc je me satisfais de ça, mais du coup, oui, ça me motive de me dire, ben, je peux encore faire plus fort et plus fort et plus fort.
Et le jour où j'atteindrai ma limite, ouais, peut-être que je me prendrai une claque dans la gueule en me disant merde, ça j'ai pas réussi à le faire. Ça me fait chier, mais je me retournerai en me disant ouais, mais t'as fait tout ça en fait. Donc voilà. Et en parlant de rêve, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, Tes plus grands rêves, peut-être que tu en as plusieurs. mon plus grand rêve perso, je suis en train de le vivre, c'est de continuer à faire ce que je suis en train de faire. D'être ce Guadeloupéen qui gravit des montagnes et dont la communauté est fière, et même d'être ce Caribéen, comme tu dis, que la Martinique soit fière de moi, que la Guyane soit fière de moi, que les Dom-Tom soient fiers de moi. Je devrais même pas dire les Dom-Tom, en tout cas que toutes ces îles soient fières de moi, la Kanaki. Voilà, parce que par exemple, j'ai une vidéo où à l'époque je savais même pas, mais j'avais big up la Nouvelle-Calédonie Kanaki à l'époque sans savoir ce qui allait se passer. Ouais. Après, mon plus grand rêve, c'est qu'on fasse sauter certaines barrières et qu'on arrive à vivre ensemble et qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues. Je prends toujours l'exemple du Cabana Beach, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais que les gens qui font des trucs pour leur communauté et leur pays, on les laisse tranquilles en fait. On les laisse faire des trucs et qu'on arrête de mettre des lois, des législations, des copinages ou des trucs qui font que ça nous met des bâtons dans les roues. Voilà, si tout le monde était comme Nicolas Sémar, je pense que la Guadeloupe se porterait beaucoup mieux. Ouais, je pense aussi. Ce mec-là, il a une détermination. Tu vois, moi, tu me parles, tu me dis que je suis déterminé par les montées de montagne. Mais lui, mon gars, lui, il est impressionnant. Ouais, et il est calme et tout. Ah ouais, mais par exemple, voilà, c'est un gars qui m'inspire. Et c'est le calme qu'il a dans ses interviews, dans ses discours et tout. Ben moi, j'essaie de retranscrire ça quand j'ai des moments de stress, tu vois, dans mes ascensions, de dire ok, calm down. Quand je sens que la colère ou la frustration monte, réagis pas à chaud. Voilà, tu vois. C'est donc ouais, mon rêve, ça serait qu'il y ait plus de gars comme ça, comme toi, comme moi, comme Nicolas Sémar, comme Brother Jimmy, pour faire avancer les choses et débloquer certaines barrières. Et après, mon rêve ultime, c'est que mon fils soit fier de moi et que... Je pense qu'il est déjà. Hein. Et que voilà, et que je puisse lui permettre d'accomplir ses rêves aussi, quoi. Voilà. Est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui tu es ou tu deviens pour certaines personnes une source d'inspiration et qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, l'impact que tu as aujourd'hui? J'en suis fier. Au début j'en avais un peu peur, j'en ai toujours un peu peur parce que devenir une source d'inspiration pour les gens, tu te dis dans ta tête, bon ben il faut pas que je me retrouve dans une position compliquée, parce que maintenant ça va vite, tout le monde sur son portable, tu vois. Donc tu as cette forme de pression à te dire que tu commences à devenir un personnage entre guillemets public, mais j'en suis fier, je suis fier d'inspirer les gens et je suis d'autant plus fier que les gens qui me connaissent et qui connaissent un peu mon parcours ne m'attendaient pas là. Voilà, quand on s'est rencontrés la dernière fois au brunch à Jarry, et tu étais avec Emeric. Ouais. Emeric, je le connais depuis le lycée, il connaît un peu mon parcours. Je suis sûr qu'il ne m'attendait pas là. Pas du tout. Tu vois. Et c'est de montrer que quel que soit... ouais, c'est cette fierté-là d'inspirer les gens et de leur dire que Metimal, il y a 10 ans, j'étais assis sur le bloc avec toi en train de siroter des Guinness, du ginger, fumer des joints, à l'ancien système. Moi, je suis un mec du peuple. Je suis pas un mec qui est grandi avec... Alors, j'ai pas été dans la pauvreté extrême. Ouais. Je suis un mec du peuple. Je fais partie de la classe moyenne. J'ai grandi en cité HLM à Blachon-Lamentin, entre Blachon et Sainte-Anne. À la base, je suis originaire de Sainte-Anne. J'ai grandi un peu sur J et Sainte-Anne. Si un mec comme moi, qui a entre guillemets un individu lambda, peut accomplir des choses comme ça, tout le monde peut accomplir de grandes choses. Parce que moi, à la base, je suis personne. Je suis personne, tu vois, je suis un mec, tu vas me voir en soirée, siroter mon petit truc, j'ai rien d'exceptionnel, tu vois. Ouais. Mais je crée l'exceptionnel. Belle parole. Voilà. Ouais. Donc maintenant, pour le Kilimandjaro, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Pour le Kilimandjaro, j'ai lancé une cagnotte en ligne. Le lien est dans ma bio Instagram. J'ai besoin de financement. Je cherche
J'ai déjà récupéré pas mal de financement, mais j'ai besoin encore d'argent parce qu'il me manque de l'argent pour pouvoir vous créer d'autres surprises. L'expédition pour le Kilimandjaro, elle est payée, mais le projet, je l'ai upgradé et il y a d'autres surprises qui viennent derrière et je garantis aux gens qui ne seront pas déçus. Donc j'ai besoin d'argent et ensuite j'ai besoin de visibilité. C'est-à-dire que j'ai besoin que des médias, quand je serai en Tanzanie et quand je serai en train de faire mes trucs, que quand je transmette des images, que les médias relaient, qu'on me relaie. Tu vois. L'argent c'est une chose, je peux le trouver, mais j'ai aussi besoin qu'on m'offre de la visibilité parce que j'ai compris que tu peux faire les plus grandes choses du monde, si tu n'as pas de visibilité, ben, ça ne se sait pas. La preuve, apparemment, il y a un Guadeloupéen qui, a quelques années, a déjà escaladé le Kilimandjaro en mode anonyme. Ouais. Personne ne sait. Personne ne le sait, tu vois. Après, c'est peut-être une volonté. Ah oui, c'est peut-être une volonté. Mais moi, ma volonté aussi maintenant, c'est de me faire voir. Mais pas me faire voir juste pour me faire voir comme tu dis, pour inspirer les gens. Et pour rendre les Guadeloupéens fiers, et pour rendre toute la communauté afro-caribéenne et la diaspora fière. Parce que aussi on est dans un monde où on a besoin d'images fortes, on a besoin de symboles forts pour pouvoir s'y raccrocher. Et que ben, on est dans l'ère de l'image. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc oui, j'ai besoin de visibilité. Donc en amont des financements et pendant le truc, ben, si j'envoie une vidéo à Business au pays, qu'elle la relève. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ça, donc, c'est surtout ça. Ça, c'est acté. Voilà, et après j'ai du mal à exprimer mes besoins parce que j'ai toujours été très, pudique sur le fait d'aller chercher. Celle-là, c'est la première fois que je vais chercher des financements, des trucs comme ça. Et tu vois, généralement, on me dit, demande plus, machin, alors que moi, j'essaie toujours d'être honnête et juste dans mon budget. Donc voilà, mais j'ai besoin de visibilité, d'argent et surtout de la force de mon peuple, mais ça je l'apprends déjà. Ouais, on est là. De toute façon, comme je t'ai dit, tu nous envoies des images, WhatsApp, t'as mon WhatsApp, etc. Tu nous tags si tu poses sur Insta, Business au pays, on va te relayer, ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Pour le financement, il te manque combien aujourd'hui? Alors là, la fourchette, il me manque entre 5 000 et 7 000 euros. Okay. C'est-à-dire que là, je suis à 7 600 euros de dépenses et à 5 400 euros de récupérer. Alors j'attends encore des financements potentiels, mais comme je dis, ça reste potentiel. Voilà, il me manque si je suis dans la fourchette basse, il me manque 5 000 euros. Si je suis dans la fourchette haute, il me manque 7 000 euros. Okay. Mais après, comme je dis, je suis honnête dans mes choses. Si j'ai plus d'argent, ça me permettra de faire plus de choses. C'est pas de l'argent que je vais mettre dans ma poche. Ah, bon, si je garde 200 euros, ok, bon voilà. Mais si j'ai plus d'argent, c'est parce que je vais vous amener faire d'autres expéditions. Tu vois, quand je dis, même dans le langage, c'est moi qui y vais, mais je dis je vais vous amener. Parce que je vais vous faire le journal de bord et là, comme je te dis, je suis en train d'upgrader le projet. Donc j'ai déjà d'autres trucs dans la tête là sur l'Afrique. Donc voilà. Donc financement et visibilité. Ah oui, je lance un appel aussi. S'il y a des gens qui ont du matériel audiovisuel et qui ne savent pas quoi en faire, des GoPro qui traînent, des choses comme ça, je suis preneur aussi. Je prends les dons aussi entre guillemets. Des Osmo par exemple. Ouais, voilà. Non mais sérieux, je dis ça parce que y a des gens qui ont du matos, ils savent pas trop quoi en foutre, tu vois. Donc s'il y a des gens qui ont du matos d'occasion, GoPro, Osmo, tout ça, et qui veulent s'en débarrasser, je suis preneur. Ok. De toute façon, on va mettre tous les liens en bio, etc. Sur YouTube, sur Business au pays. Et pour la dernière question, qu'est-ce que tu dirais? Petit message de motivation. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a peur d'accomplir ce qu'il doit accomplir? N'écoutez pas les gens. Écoutez-vous. Enfin, quand je dis n'écoutez pas les gens, c'est-à-dire que au final, la décision finale, elle t'appartient. Alors, c'est bien d'écouter les gens, mais lance-toi. Tu verras ce que ça va donner. Peut-être que tu réussiras pas. Mais comme disait Nelson Mandela, je n'échoue pas. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc dans chaque échec, entre guillemets, il y a un apprentissage. Lance-toi et fais sauter certaines barrières dans ta tête.
C'est-à-dire ne dis pas somatise le positif, c'est exactement ce que je disais. Si on peut somatiser le négatif, le stress et tout ça en étant malade, on peut aussi somatiser la réussite et le positif. En disant ben ça je vais y arriver, ça je vais réussir, ça je suis motivé, ça j'ai envie. Voilà, donc lancez-vous parce qu'on a chacun un potentiel caché et il demande qu'à être révélé. Ok, super. Et qui t'aurais aimé voir dans ce podcast après toi? Tu as droit à 2 choix. J'ai droit à 2 choix. Alors il y a un choix pour moi qui me paraît évident. J'ai un pote qui s'appelle Dirk, qui est en train de monter une structure. Alors il avait déjà une école de cirque à Jarry qui s'appelait La Saillé, une compagnie. C'est un danseur de hip-hop à la base qui a monté une école de cirque, qui est prof de surf. Enfin voilà, c'est un ami d'enfance qui fait beaucoup de choses. Et là il est en train de monter une école de cirque, enfin un espace de convergence entre les arts du cirque, la voile et les arts de la danse hip-hop. Voilà. Wow, c'est un beau mix. Exactement, et j'aimerais qu'il soit mis en valeur ce gars-là, parce que c'est un mec qui est aussi qui mérite, qui tape dedans, qui fait face à pas mal de difficultés, de choses comme ça. Donc je te donnerai son contact, on va le voir là-dedans. Et le deuxième. Et la deuxième personne que j'aimerais voir dans ce podcast, je réfléchis, parce que le choix est cornélien, j'ai envie de vexer personne. Non, mais il n'y a pas de problème. Je sais pas pour la deuxième personne, j'avoue que je dirais les fondateurs de Luxor. Luxor, c'est une nouvelle bijouterie qui a ouvert à Jarry au pavillon. Qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, qui a déjà quand même une belle visibilité. Et c'est aussi un pote d'enfance et sa compagne qui ont monté ça. On sait en Guadeloupe l'attrait pour les bijoux en or, on va pas se mentir. C'est sûr. Ils ont monté un truc mais avec de belles innovations à venir. Et j'aimerais bien les faire passer dans ce podcast parce que pour le coup ils ont monté un vrai business au pays. Donc, voilà. Le message est lancé, donc Luxor et Dirk. Exactement. Donc on va prendre contact avec eux et on va les inviter et on verra s'ils répondent présents. Et merci beaucoup pour nous avoir raconté une partie de ta vie et de pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là. Merci encore de nous inspirer parce que moi tu m'inspires beaucoup et tu te souviens qu'on s'est vu la dernière fois, il faut absolument que j'étais dans un podcast parce que ce que tu fais c'est incroyable. Donc merci pour tout ça. Et de toute façon, on se verra après le Kilimanjaro. Bien sûr, et merci à toi pour l'invitation. Et big up pour ce que vous faites, business au pays et tous les autres projets que vous avez. Et comme je dis, moi je suis surtout content de voir, c'est ce qui est beau, c'est qu'on s'est croisés il y a quelques années dans des contextes complètement différents. Toi sur un terrain de basket, Magali au collège, d'autres personnes. Et de se retrouver aujourd'hui ici autour de ça. Ça prouve qu'on a tous pris en maturité et en force et qu'on sait l'exploiter, quoi. Donc merci à toi pour le fait de valoriser tout ça. Ok, merci encore. Et on se dit à très vite la famille. Exactement. Yes, I. Tchuss. Bon, parfait. Ok. Bon, allô. Moi je vais pas. Allô. Je traîne pas. Et puis people qui j'ai azote, je suis mort. Le monstre m'a tué. Mais vous voulez savoir si j'ai tué le monstre? Eh ben restez connectés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la chose la plus dure que j'ai fait. Physiquement, mentalement et même émotionnellement, ça a été un truc de fou. Ça a été un truc de fou, je vous mens pas. J'en ai pleuré. Restez connectés. Nous pas molli, nous pas qu'à molli. Guardez en sortie, you know. Guardez frère.
people. Trying to figure out some light. Yeah, right now. Woo! Je suis en train de mourir là. Yep, people, j'ai un zot. Oula, nous à 5350 mètres. Nous faisons, nous pas molli. Creole Discoverer. Ah là, c'est pour zot, Guadeloupe. Wow! On love zot. Listo? Guadeloupe! Nous faisons. Nous à 6088 mètres. Nous pas molli, nous pas laqué. Creole Discoverer. Un Guadeloupe à 6088 mètres. Je voudrais pas ça tous les jours. Motherfuck. All of that. Oh! Nous à fucking 6088 mètres. Emmené drapeau à Guadeloupe à 6088 mètres. Nous allons le wine aussi. Woo! Somos todos hermanos. Somos de Bolivia. Somos de California. Somos de España. Somos de Alemania. Somos de Paris. Somos de todo el mundo. Woo! Yep, people. On est en train de redescendre du Huayna Potosí. Bon, l'effort était tellement intense que vous attendez pas à voir des vidéos du feu de Dieu comme pour le Pico Austria. J'ai même pas pu filmer la montée finale parce qu'elle se faisait de nuit. On est parti à 1h30 du matin. On est arrivé à 6h15 là-haut, un truc comme ça. Frère, je suis mort là. Et il faut encore redescendre avec les pactages.